Moi, j'aime trop l'arrière-goût. Ouais. Ah, du thé en général ou de non, celui-là? Non, de celui-là. Ah, tu le connais? Oui, je l'adore. Ok. C'est genre un de mes thés préférés. Tu sens l'odeur, ouais, ça goûte. Enfin, je sais pas. Bienvenue, les amis. Merci. Bienvenue dans... Bienvenue à toi. Bienvenue dans ma propre émission. Ah oui, t'es chez toi, frère. Bienvenue dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et finalement super authentique. Moi, c'est Aubin, l'hôte de cette émission, psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné de 3 invités quali de ouf. J'ai nommé Edson, Elisa et Naila. Nos Insta s'affichent actuellement sur nos épaules, pour changer un petit peu de la dernière fois sur le coude. Quelle épaule? C'est sur nos épaules gauche. Et pour la tienne à droite. Ok, moi j'ai pas d'Insta. Mais ouais, j'allais dire. Naila, j'ai fait mes recherches et Profites-en. j'ai pas trouvé son Insta. Donc vous allez avoir son Skyblog de quand elle était petite. T'en as ou pas? Une adresse mail toute pourrie. Et ben on va en créer une pour elle. Comment vous allez, les amis? Mais ça va bien. Ça va? Ouais. Tranquille. Ouais, très bien. Et Bah, bon, ce petit thé. Je fais toujours une mention de ce petit thé, mais... Bah voilà. écoute, il est très bon ton thé. Ouais. T'as bien fait de Ouais. l'acheter. Merci. Ouais. J'ai Bon, l'habitude... Et donc, du coup, tout le monde boit. J'ai l'habitude de commencer l'émission en présentant un petit peu mes invités. Ok. Parce que je trouve ça plus drôle que vous demander de vous présenter. Mhm. C'est toujours un peu gênant, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, c'est un Merci, peu- c'est un merci peu- Aubin de nous Ouais. Enfin, quoique, tu voulais te Ah non, non, présenter. non, justement. Fais-le. Donc, du coup, je vous présente. Je vais commencer par la personne à ma droite. Est-ce que t'es prête? Ouais, je suis prête. C'est sur les bancs académiques et au sortir d'un cours des plus pénibles de psychopathologie que je rencontrais cette jeune demoiselle du nom de Naila. Durant presque tout un quadrimestre, un rendez-vous s'installa après ces 4 heures de cours insoutenables au sortir de l'auditoire Montesquieu, où nous nous dirigions vers la gare de Louvain-la-Neuve. Naquit durant ces 4 mois de cours une conversation régulière, où nous discutions des travers de la psycho d'abord, ensuite de la vie, et même de nos rêves et de nos ambitions les plus fous. La vie est ainsi faite que, à notre grande dame, nos habitudes furent interrompues sauvagement par 2 Erasmus aux 4 coins du monde et un tout petit fait divers de 2020, et qui est le coco, le Covid, machin. Et je ne parle pas de mon réalisateur derrière la cam, Coco. Pour résumer, cette douce personne à ma droite, c'est une jeune femme à l'écoute, un chouïa trop rêveuse, un chouïa trop indécise, mais avec qui vous ne verriez pas le temps passer en discutant. Mesdames et messieurs, voici Naila. On peut l'applaudir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est qui vous bat? La petite, Ouais, c'est parfait. Petite nostalgie. La jeune demoiselle à la chevelure châtain et parfois avec des petits reflets roux en été, Nickel. t'as vu, n'est autre que Elisa, et qui est Ellie, qui n'est pas le diminutif de Elisabeth. Attention, s'il vous plaît, respectez-la, faut faire attention à ça. Elisa parle bien. Sa douce voix, légèrement enrouée, ne manquera pas de séduire les plus audiophiles d'entre vous. Elisa possède ce talent, pour le moins impressionnant, de pouvoir t'enchaîner les plus grandes punchlines de vie, saupoudrées d'un sarcasme et de l'ironie la plus totale, et ce, de manière absolument naturelle. Mais au-delà de ça, Elisa aime rassembler. Rassembler ses plus proches amis, sa famille, et les voir s'enjailler, passer de très bons moments autour d'elle. Ce sera donc la première au fourneau, en fait, lors de soirées, à te sortir les « T'inquiète, je m'occupe de tout ». Et c'est sans doute sa façon de montrer aux siens qu'elle les affectionne tout particulièrement. Fragile. Néanmoins, Elisa peut être têtue, parfois caustique, voire piquante, mais elle vous sera toujours d'une honnêteté sans faille. Wow. Tenez-vous bien,
car cette jeune comédienne choquera le monde du cinéma d'ici peu. Mesdames et messieurs, voici Elisa. On peut l'applaudir également. Voilà. Du kiff ou pas? Magnifique, c'est pas ce que tu dis. Hein. Fais gaffe à toi, frère. Je t'attends au tournant. Ouais. Ce jeune Losa, au charisme flamboyant, n'est autre qu'Edson. Comédien, acteur Je vais remonter. et poteau de longue date. Par où commencer pour décrire cet homme? En quelques mots, Edson est un jeune homme qui ose, jour après jour, casser des portes et en ouvrir de nouvelles. Edson est un fake extraverti. Alors, ouvert à tous, mais plutôt de nature réservée et observateur. Edson est ancré, aime suivre son instinct. D'ailleurs, cet instinct qui le guide le fait parfois trébucher, mais globalement, il le fait toujours aller de l'avant. Edson, c'est le gars avec qui tu vas te taper des barres en soirée, t'ambiancer comme jamais, mais qui va voir, au-delà du rire, les larmes et parfois la peine. Pardon, c'est tellement vrai. Excusez-moi. C'est le genre de gars qui te prêtera main forte à toute heure, du jour comme de la nuit, hein, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et Mehed a ses vices. Comme tout homme, me direz-vous, on dirait que les bons conseils qu'il offre à ses potos, il ne sait jamais les appliquer sur lui-même. Le classique « coaches don't play », me direz-vous. Hein. Edson pense. Edson pense beaucoup, il réfléchit et contre-réfléchit, parfois jusqu'à ses dépens. Mais moi, au moins, il en est conscient. Edson, il va tout casser. Il va tout casser, je le pressens. Que dis-je? Je le sais. Et bref, mesdames et messieurs, voici Edson. On peut l'applaudir également. La thématique de cette semaine se trouve être l'impact de nos parents sur notre vie. Voilà, je vous ai un petit peu tous appelés pour ça. Et ça m'est venu à la suite d'une conversation que j'ai eue avec quelques potos il y a quelques mois, etc. Et on s'était dit, je m'étais dit, mais c'est fou, faudrait qu'on s'asseye avec d'autres amis pour en parler. Et donc, du coup, j'ai envie de vous poser la question à vous. Vous avez eu quel genre d'éducation à la maison? Naëla, est-ce que tu veux commencer? Allez. Quel genre d'éducation? Ouais. Quel genre de parents? Quel genre de... Ouais, mais moi, je suis née à une maman institutrice et un papa artiste avec de multiples facettes. Donc, à la fois musicien, scénographe, constructeur, dessinateur. Il savait faire plein de trucs. Il sait toujours. Et... mais je suis née, ma mère était encore aux études, mon père au chômage, donc je suis née un peu dans un contexte... Moi, je pense que j'étais bien désirée, donc que le voulais et tout, mais donc voilà, avec des jeunes parents encore bien dynamiques et tout. Et donc j'ai grandi avec une petite sœur qui est arrivée 4 ans après moi. Donc, donc t'as des frères et sœurs, quoi. Ouais, mais j'étais l'aînée. Et que dire? Mais j'ai grandi après, mes parents sont séparés, séparation un peu difficile, et mon papa finalement a pas su nous prendre en charge, donc j'ai grandi surtout avec ma maman en fait, et ma sœur pendant quelques années, juste entre filles. Et voilà, après, famille recomposée, ma mère a rencontré quelqu'un, un petit frère qui a suivi, donc des petites sœurs qui ont suivi du côté de mon papa, donc des belles familles recomposées, quoi. Ouais. Mais au niveau plus de l'éducation, j'ai grandi avec des parents assez cool, franchement. Pas trop portés justement sur une éducation spécifique. Voilà, c'était assez cool à la maison. On mangeait parfois un peu à n'importe quelle heure, n'importe quoi. On allait un peu dormir à l'heure qu'on voulait. C'était assez cool. Des parents encore bien sorteurs. Qui nous emmenaient un peu partout avec eux au début, dans les débuts, jeunesse. En boîte, au Bloody, ils étaient en train de s'ambiancer avec... Non, pas jusque-là, mais ouais, ils étaient... Voilà, encore une bonne vie sociale et tout ça, donc...
Donc plutôt cool, je dirais, avec vraiment, j'ai l'impression, aucune pression de mes parents de ce qu'on allait faire. On pouvait devenir un peu Ce que vous vouliez, ce quoi. qu'on voulait, vraiment. Dans quel type de foyer j'ai évolué? Waouh. Vas-y. Déjà, c'était un foyer monoparental à la base. Mhm. Donc, j'avais une maman de 18 ans. Quand elle t'a eu. Quand elle m'a eu, ouais. Elle a plus 18 ans aujourd'hui. Damn, son, t'es si jeune. Yes. Donc, il y avait que nous deux au début. C'était nous deux contre le monde. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai grandi. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas d'ailleurs. Bon, j'ai un petit frère aujourd'hui, mais c'est un petit peu cette mentalité-là du nous trois contre le monde. Et à la maison, c'était l'armée. J'étais un soldat. Franchement, j'étais un soldat, quoi. Yes. Genre, les amis de ma mère l'appellent toujours caporal. Pour vous dire. Ouais, non, non, mais... mais si on met les choses dans leur contexte, en fait, c'est que elle avait pas le choix. Mhm. Elle s'est très rapidement dit que si elle voulait m'offrir les meilleures opportunités dans la vie, il fallait surtout que je partais avec peu de chance, il fallait que je sois bien éduqué, bien élevé, que j'ai des manières, que j'ai des connaissances, un certain degré de connaissances, etc., etc. Donc elle s'est toujours battue pour que j'ai accès à une bonne éducation, pour que j'ai accès à un savoir, auquel elle n'avait pas forcément accès. À la maison, comme elle était en réto quand elle m'a eu, à la maison, j'ai plein de, t'imagines? Ouais, c'est T'imagines le jeune. délire? Ouais. J'ai plein de livres qu'elle a jamais lus, hein, mais genre des conneries du style, des livres de Kafka. Ouais, le père Goriot. Ouais, des trucs comme ça, tu vois, ouais. De l'école comme ça. Du Balzac et des trucs Que comme de ça. toute manière, en fait, on lisait pas. Qu'on lisait pas, d'accord, que j'ai toujours pas lu. Mais je pouvais les choper, les feuilleter et faire comme si, tu vois. Mhm. Donc, au fur et à mesure que les années ont passé, c'est à peu près comme ça que j'ai grandi. On est parti franchement, on peut le dire, de pas grand-chose. Aujourd'hui, on a une situation un peu plus confortable, mais effectivement, j'ai toujours en tête... je me souviens même plus de ta question. Non, mais c'était ça, c'était l'éducation, comment c'était à la maison quand t'étais À la petit. maison, oui, au départ. C'est ça, Au départ, c'était assez spartiate, on va pas se mentir. Ah, vas-y, frère, on va pas se mentir. On va pas se c'était- mentir, ah, on vient de loin, Non, j'ai pas fait l'armée, Ouais. mais effectivement, il y avait ce respect de ma mère, ce respect maternel. Ça a duré jusqu'à mes 15-16 ans quand même. Et après, ça s'est un petit peu... Adouci, ouais, adouci, mais c'est moi qui ai dû mettre qui ai dû dire, ok, Des pressings. ça un petit suffit. peu, ouais. Mon éducation, tu l'as réussi, regarde où j'en suis, et Ouais. je suis capable de faire des choix moi-même. Maintenant, fais-moi confiance, et fais-toi confiance, en fait. C'est fais-toi confiance et laisse-moi avancer un petit peu. Et voilà. C'est marrant parce que tu vois, t'entendre parler, je résonne quand même un peu pas mal avec la façon dont ta mère est, tu vois. Mhm. Mais tu vois, c'est une façon dont les parents africains et afrodescendants, etc., ont une façon de fonctionner où il faut assurer Ouais, la clairement. sécurité, Mhm. la protection de son enfant. Mhm. Et donc ça passe par... on n'a pas le temps de niaiser trop, tu vois. Non. Le monde est déjà trop Le dur. monde est déjà trop dur. Faut pas trop... Faut pas... La vie est un Tiens, combat. la vie est un combat. Ok. Et il faut que tu Et en donc, sois tu vois, il faut que tu en sois dès le conscient plus dès le jeune début. âge, tu Dès vois. le début. On va pas commencer. L'innocence, ça dure un certain temps. ouais. Et à un moment donné, il faut Ouais. te rendre compte Ouais, c'est ça. que tu vas avoir des responsabilités d'ici peu. Ouais, c'est un petit peu ça. Mais c'est... En fait, je pense que le rapport que j'avais, surtout avec ma mère, c'est qu'on s'est toujours serré les coudes. On a toujours eu un genre de relation... c'était une amitié, en Mhm. fait. Au-delà d'un rapport mère-fils, c'était ma meilleure amie. Ça l'est toujours, d'ailleurs, et je suis son meilleur ami. Et on avance ensemble et on est un petit peu un... Comment dire? On a un petit peu le pilier... De l'autre. De l'autre, Ouais. ouais, de c'est chacun. ça. C'est vraiment ça.
Est-ce que vous avez, vous tous là, je veux dire, est-ce que vous avez des parents qui avaient beaucoup d'attentes envers vous? Est-ce que... Ouais. Et c'est-à-dire? Beaucoup d'attentes. Je pense que ce qui s'est passé avec ma maman surtout, c'est que elle s'est dit il n'est pas arrivé pour rien. Donc je pense, à mon avis, c'est vous les psys, donc moi je suis pas psy, mais c'est sûrement un moyen de défense par rapport à ce qui lui arrivait. Mais elle s'est dit que c'était un signe de la vie et que probablement que je serais amené à faire des choses intéressantes de ma vie. Donc effectivement, il y a aussi cet aspect-là dans la manière dont elle m'a éduqué qui ressortait assez régulièrement. Est-ce que vous avez eu vous avez des parents qui avaient beaucoup d'attentes envers vous Surtout mon père, en fait. Surtout mon père qui avait des attentes. Ah ouais? Ouais, je pense. Enfin, de ce que je perçois aujourd'hui, quoi. Après, ma maman aussi, mais elle était plus là pour m'épauler, alors que mon père va plus être en mode... non, il te poussait, quoi. Allez, ouais, c'est ça. Et genre, par okay. exemple, tout bêtement, un truc débile, tu vois, mais genre le fait que je sois restée à Saint-Mich, alors que, honnêtement, enfin, cette école me convenait absolument pas, quoi, dans la façon de la faire. pédagogie la et pédagogie, enfin, était un peu horrible, quoi, on va pas se mentir. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, on sait de quoi on parle. Ouais. Et du coup, ça, je sais que mon père, lui, il voulait que je reste là, enfin, limite juste parce que c'était Saint-Mich, tu vois, alors que ma maman, non, quand elle a bien remarqué, déjà, même en deuxième, ça allait bof, quoi. Elle voulait déjà me changer d'école, mais mon père voulait pas. Et moi, je voulais pas parce que je voulais rester avec mes copines, nanana, mais mon père, c'était plus parce qu'il voulait que je reste là et qu'il avait une attente particulière pour que je termine là. Et puis, il s'était imaginé un peu mon parcours qui a pas du tout été celui que j'ai fait finalement, mais du coup... Tu penses que c'était une façon pour lui de... Je sais pas, de nourrir son besoin d'assurance et par rapport à sa fille, sa sécurité aussi, tu vois, de dire, ok, bah, si elle fait ça comme étude, elle a un avenir plus tracé, plus, tu vois. Ouais, clairement. Et puis même, par rapport à ce que je pense que lui a vécu aussi, tu vois, il vient d'une famille où ils ont à peu près tous fait médecine. Enfin, tu vois, c'est un truc où c'est limite genre une tradition, alors que, aujourd'hui, t'es artiste. Ouais, c'est la médecine de l'âme. Ouais, mais non, mais clairement, mon père, enfin, non, mais vraiment, il a toujours dit, moi, si j'avais pas fait médecine, j'aurais fait un truc beaucoup plus artistique, et voilà. J'ai décidé de m'émanciper de ça et de le faire. Ouais. Mais du coup, tu vois, il était dans un schéma très, limite, c'est logique de faire médecine, alors qu'aujourd'hui, pas forcément, quoi. Et du coup, c'est un truc qu'il a inculqué à mon frère et moi, inconsciemment, de par ce qu'il avait aussi reçu comme éducation, ça c'est sûr, je pense. Beaucoup plus rigide et ok, vas-y, tu vois. Ouais. Et tu penses que ça t'a... C'était... Donc du coup, t'as terminé tes secondaires et t'as fait droit. Ouais, j'ai fait droit. Avant de commencer tu vois, la comédie et tout, et faire ça. Tu penses que t'as commencé un peu avec cette idée un peu préconçue, peut-être inconsciente un petit peu de non mais je dois suivre un carcan. Un carcan, tu vois. Ouais, non mais en vrai, clairement, en fait, moi, je voulais soit faire de la comédie ou quoi, ou bien être avocate. Voilà, enfin, c'était... Bon, au fond de moi, c'était plus être comédienne, actrice et tout. Mais je me disais, ok, c'est quand même plus une sécurité de faire droit, quoi, tu vois. Clairement, en vrai, en soi, dans l'absolu, ça allait quand même, tu vois, ça c'est sûr, on va pas se mentir. Mais... Edson, il est pas d'accord. Clairement, si tu cherches la sécurité, oui. Si tu cherches la sécurité financière, droit ou tout ce que tu veux, tu vois. Particulièrement droit aussi, c'est ça. Faut se dire que ça te... Voilà. Mais du coup, bon, j'ai choisi de faire ça, mais aussi, je pense que, c'est des études qui sont bien réputées, tout ce que tu veux, qui sont bien vues, bien réputées, tout ça. Et vu que mon père avait fait médecine, que nanana, etc., je me disais, ok, ça va pas le décevoir aussi si je fais ça, tu vois. Alors que déjà, on est sur un statut où, même déjà, d'entreprendre pas médecine, donc c'était déjà... c'est déjà mon... c'est ça. Alors, quand même un grade en dessous. Ouais, et donc lui, il était hyper fier de dire que j'allais faire droit, tu vois. Genre, trop cool, trop bien, ma fille va faire droit, tu vois. Après, ça a pas pris la tournure qu'il imaginait. Champagne. Du coup, ça l'a choqué un peu quand tu lui as dit écoute, j'arrête droit. J'arrête droit, Ça a fait un cataclysme chez moi quand j'ai dit que je voulais faire... Un gros conflit? Pas un conflit,
Mais c'était un big deal, quoi. C'était pas un petit truc de dire, j'arrête des études universitaires et je vais faire la comédie. Et c'était là, enfin, pardon, d'où tu sors, ma vieille? Enfin, tu vois. T'as l'impression que t'as dû cacher un petit peu le fait que t'aimais, ta passion, en fait, tu vois, de jouer, d'acter, parce que c'était un peu... Je n'ai pas dû la cacher, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du théâtre jusqu'à mes 13 ans, un truc comme ça. Et puis à 13-14 ans, je sais plus trop. Mais après, j'ai un peu fait ma crise d'ado en mode je vais plus faire ça, c'est pas assez cool. Enfin bref, la pire gosse. Et du coup. Mais quelle erreur! Ouais, trop con parce que, en plus, j'étais pas mauvaise. Enfin, tu vois, je faisais quand même des trucs bien et tout. Et du coup, mes parents m'ont pas poussé forcément à le faire aussi. Je sais pas pourquoi, ni. Voilà. Mais. Enfin, à continuer plutôt. Et du coup. Merde, je sais plus ce que je disais. Bon. Tu faisais du théâtre jusqu'à tes 13-14 ans, t'as fait une crise d'ado et puis t'as arrêté. Tes parents t'ont pas forcé à continuer, tu sais pas pourquoi. Est-ce que tu cachais ou pas le fait? Ah oui, voilà. Ouais. Et donc, non, en fait, vu que je. Merci, Naël. Non, mais vu que c'est un peu moi-même qui voulais arrêter, pendant un temps, j'étais là, je m'étais mis en tête que j'allais faire des études de droit, quoi, en fait, depuis. Je sais pas, ma 3e humanité, quoi. J'étais là, non, je fais un droit, c'est sûr. Et donc, du coup, j'ai un peu, mis ça de côté dans ma tête. Et après, c'est justement en commençant ces études de droit où je me suis dit, putain, non, en fait, non, quoi. C'est absolument pas ça que j'ai envie de faire. Et puis après, je me rendais compte pendant mes blocus, pendant mes trucs, que je faisais tout sauf ça. Et bon, ça, c'est aussi plein de gens qui ont ce truc-là, mais où je m'inventais des trucs. Enfin, j'avais envie de recommencer du théâtre, machin, tu vois, et ça revenait un peu à la surface. Et donc, du coup, je me le suis pas caché. Donc voilà. Mais t'as eu du mal un petit peu à devoir à te mettre la chose en tête en mode de ok, en fait c'est ça que j'ai envie de faire et je vais devoir leur annoncer à mes parents. Ça va être quand même un petit truc, quoi. Ouais, mais clairement, j'ai mis un peu de temps à... Enfin, c'est débile, pourtant ça paraît pas si insurmontable, pas du tout, tu vois, mais c'est vrai que pendant toute l'année où j'ai décidé de faire ça, au début, je mitonnais, je faisais genre que j'étais encore inscrite à mes cours et tout, alors que en fait, pas du tout. Et ma mère m'oppressait pour que je lui envoie les papiers, tu sais, en mode pour les allocs familiales et tout. Et j'étais dans la merde, parce que là, je suis juste plus inscrite, j'ai plus envie et tout, j'avais rien fait. Enfin, je m'étais même pas inscrite à mes cours, rien, vraiment, j'étais en déni total. Et du coup, à un moment, ma mère m'a fait, mais putain, mais Elisa, je comprends pas pourquoi tu m'envoies pas ce putain de papier pour les allocs, quoi. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est le moment. Ok, c'est le moment. Et du coup, je voilà. dise. Toi, Naïla, du coup, tu disais que tu avais connu des parents très, très relax, très chill. Un petit peu sur leur parcours de vie, enfin, même ce qu'ils faisaient professionnellement. Et donc, du coup, t'avais des attentes un peu dures des parents ou pas du tout, justement, c'était... Après, je pense qu'il y a toujours des attentes des parents, après plus ou moins grandes par rapport à différentes choses. Moi, mes parents, mon papa, pas du tout. Pas du tout d'attentes. Enfin, on les a pas trop ressentis. Après, assez vite, on n'allait plus trop chez lui. Enfin, il était présent, mais pas trop dans nos vies. Donc, je pense qu'il se sentait pas trop aussi de prendre sa place de père à ce niveau-là, au niveau des attentes, mais vraiment au niveau des études. Lui, il a pas fini ses secondaires, mon père. Okay. Donc, il nous a jamais poussé au niveau scolaire. C'était pas grave si on échouait. Ma maman, c'était important quand même qu'on réussisse à l'école, mais c'était pas non plus une pression. Les attentes au niveau de ma maman, c'était plus qu'on soit responsable, qu'on se gère financièrement assez rapidement. Donc on a été tout ce qui est responsabilité. Moi, j'ai dû beaucoup m'occuper de ma petite sœur, de mon petit frère. J'ai eu un job étudiant à 16 ans, enfin des petites choses comme ça. Mais des attentes au niveau des études et tout, je pense que c'est plus moi qui me mettais la pression. Avec toi-même, quoi. Ouais. Mais plus, mes parents étaient quand même des personnes, après leur séparation, assez fragiles. Chacun de leur côté, 2 âmes un petit peu blessées. Et donc, je pense que je me suis mis une pression à moi-même de il faut pas que je pose de problème. Ils en ont déjà assez à gérer. Et du coup, j'ai un peu tracé ma route. Donc, scolairement, ma sœur et moi... Comme une grande, t'étais indépendante, responsable et tu fonces, quoi. Ouais, donc au niveau scolaire, en fait, ça allait nickel. J'ai jamais eu trop de soucis et tout ça, mais je me suis bien mis la pression à ce niveau-là. Et puis,
moi, j'ai été à Saint-Dominique, qui était quand même une école où on préparait bien à l'UNIF, avec tout le monde qui va aussi faire droit, médecine, ingénieur. De ouf. Et moi, tous mes potes allaient à l'UNIF après leur réto, et moi, j'ai décidé de faire la psychomotricité, du coup, d'abord, en haute école. Et j'ai des parents de mes potes qui sont venus un peu en mode, mais qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu vas pas faire l'UNIF ? Et mes profs aussi. Mais ma maman pas du tout, enfin elle a été hyper soutenante, tu fais ce que tu veux quoi, enfin et c'est pas parce que t'as un bon niveau que tu dois aller faire l'UNIF. C'était ça aussi. Ma maman après a pas fait l'UNIF non plus, mais voilà, donc les attentes franchement c'était plus par rapport à toi-même quand je t'entends parler, c'était plus voilà toi et la façon dont tu grandissais, voilà, mes parents sont séparés, et donc du coup ils ont leur chat fouetté. Et donc du coup autant m'occuper de moi, être indépendante et responsable vite. Après je pense qu'ils en ont toujours quand même, mais c'était moins explicite quoi, c'était peut-être plus implicite. Je pense que j'ai finalement décidé de faire l'UNIF après. Là on s'est rencontrés en psycho. Je pense que ma mère, il y avait quand même un petit côté de fierté, même si elle était pourtant assez détachée de tout ça, genre l'UNIF c'est pas spécialement prestigieux et tout, mais j'ai senti quand même le fait que j'aille faire l'UNIF, la petite fierté quand même, genre ok c'est cool, mais voilà, après c'est con, c'est hyper bête parce que au final moi du coup j'ai fait les deux et j'étais là mais en fait c'est n'importe quoi le fait de mettre l'UNIF sur un pied comme ça, non. Mais c'est ça que d'ailleurs t'en parlais un petit peu Elisa, mais j'ai l'impression tu vois voilà, quand tu entreprends des études universitaires, ça commence à réduire en termes de valeur et tout maintenant, mais ça l'est encore ça l'est extrêmement ancré, tu vois. On en parlait dans le podcast avec Edson, mais je m'en souviens plus, frérot. je vais te rafraîchir la mémoire, mais le côté un petit peu la nécessité pour nos parents qu'on ait un diplôme, tu vois. C'est important, tu vois. C'est nourrir le besoin d'estime, de valeur, de propre considération, pas uniquement de toi en tant qu'enfant, mais de son parent et des alentours, tu vois. Toute la famille. C'est toute la famille. Tu disais... des ancêtres. Des ancêtres de fou, tu vois. Ah, ça, c'est sûr. Et une fois que tu l'as pas, donc, enfin, tu vois, on te regarde, mais... Sinon, tu peux réussir, hein. Tu peux réussir c'est ça. à un acteur de renom et gagner des thunes à n'en plus finir. Si t'as pas de diplôme, il y a pas mal de parents qui vont dire, mais sinon... il serait peut-être temps que tu... Ouais, c'est pour quand, finalement. Ouais, c'est ça. J'ai envie de vous poser une petite question un peu... c'est une autre question sur ça. Mais sur le côté... moi j'ai... Du coup, mes parents sont aussi divorcés. Et j'ai connu une enfance... J'ai un père qui est psy, qui est extrêmement à l'écoute, extrêmement... comment expliquer mon père, qui est très, très à l'écoute, très empathique, qui est formateur en communication non violente, donc il a les mots pour tout, et donc c'était très cool d'avoir cet enfant. Puis une maman qui était plus dure, plus carré, machin, et avec les défauts de l'un, les qualités de l'autre. Enfin, franchement, personne n'est complet, et bien sûr. Et c'est que très récemment que voilà, mon père est tombé un petit peu malade. Et ça avait toujours été cette personne, ce surhomme, cette personne surhumaine, etc. Et ça m'a frappé, tu vois. Ça m'a frappé, ça m'a touché de voir que cette personne qui était, pour moi, hein, tu vois, c'était Superman, tu vois. Ouais. Et voilà, tout à coup, il a ses fragilités, ses failles. Et je voulais vous demander aussi, du coup, par la même occasion, est-ce que vous avez connu un moment où vos parents, il y a eu ce côté désillusion, où ils étaient moins... tout à coup, ils deviennent plus humains, plus... ils ont leurs failles, leur moment où tu réalises, tu dis, ah, mais en fait, tu dois prendre soin aussi. Tu vois, tu dois le porter. Tu fais, attends, je vais t'en... T'inquiète, papa. Ou t'inquiète, maman. T'inquiète, tu vois. I got you. Je sais pas, est-ce que vous l'avez eu? Ouais. On va commencer par qui? Vas-y, Naïla. Mais quelqu'un veut un peu d'eau? Moi, pour l'instant, j'ai encore du thé. Okay. Merci. Moi, c'était assez jeune, du coup, que j'ai perçu les failles de mes parents. Enfin, en fait,
Ils ont commencé à se disputer quand j'avais 4 ans. Et donc ça a été des grosses disputes, vraiment des gros conflits, parfois un peu violents et tout ça. Et donc j'ai perçu un peu leur faille. Mon père qui était méga vénère, qui se fâchait de dingue et puis qui s'effondrait en pleurs. Voir mon père pleurer, ça a été assez... c'est quand même... Waouh. Mais du coup, c'était assez jeune, quoi, que je l'ai vu comme ça s'effondrer. Et du coup, là, tu te rends compte quand même que, ouais, tes parents, c'est... Ben voilà, qu'ils sont humains, en fait. Ouais. Et ma mère, pareil, parce que c'était hyper dur, du coup, la situation avec mon père. Donc moi, mes parents, assez vite, il y a eu un peu ce... Waouh. Est-ce que tu as connu le moment, tu vois, où... Tu vois, avec les... On l'étudie un petit peu en psycho. On va sortir. Allez-y, impressionnez-nous. Tout à l'heure, on leur fait une scène. On vous fait une petite impro. J'avoue qu'on flex de ouf, tu vois. Genre... Et ouais, on a un diplôme, nous. Excusez-nous. Le côté un petit peu... Je suis sur Netflix. Et sur Canal+. Le côté un petit peu où t'es... la parentification. Tu vois, donc c'est ce concept où par moment, eh bien, en tant qu'enfant, tu deviens un peu ton parent. Tu dois prendre soin de lui. Tu dois l'aider. Et en fait, les rôles s'inversent. C'est pas tout le temps. Hein, et d'office, tout le monde a des moments où voilà, c'est un peu down, etc. Et tu prends les choses en main à la place de ton parent. Et j'ai l'impression que toi, t'as dû l'avoir un peu plus tôt, Naïla, tu vois. Ouais, un petit peu, surtout pour protéger ma petite sœur, je pense. Il y a eu ce truc un peu de protection par rapport à elle. Et quand même, ouais, en fait, par rapport à mes 2 parents, de gérer tout, l'administratif, ça a été... Tu t'occupais déjà de l'administratif et pas petite à cet âge-là, mais c'est un truc que j'ai pris... payer des ton factures. avertissement extra drôle, il est où Non. Maman, je cherche les papiers des allocs. Pas si jeune, mais je pense que c'est après que ça s'est un peu vu à travers ça, mais plus jeune, c'était plus ne pas créer de problème. Vraiment, ne surtout pas créer de problème. Et il y a eu quand même ce truc, je me suis beaucoup occupée de ma petite sœur très jeune, elle venait avec moi à l'école, parce que ma mère s'est retrouvée toute seule avec ses 2 enfants, c'est pas évident, donc ouais, pas mal, beaucoup occupée de ma petite sœur, et c'est un rôle, je pense, que tu prends en tant qu'enfant, qui arrange parfois ton parent, mais qui t'arrange aussi, qui te donne aussi une certaine renforcement valeur. Au niveau narcissique aussi. C'est ça qui est terrible avec la parentification, c'est que tu reprends ce rôle un peu de parentification. Je t'apprends un terme, mais tu reprends un peu le rôle du parent et que du coup, eh bien, ça a son lot de bons côtés. Tu vois. Tout à coup, tu gagnes en valeur et puis tu gagnes en force de choses à faire à la maison, etc. Ouais. Et ouais. Après, j'ai pas eu trop l'impression de devoir m'occuper de mes parents, mais plus les protéger, quoi. Voilà. Dire, ok, ils sont fragiles là tous les deux, faut pas trop faire de vagues, il faut plus comme ça, quoi, je pense, ouais. Mais ouais, et après, en fait, à cet âge-là, tu te rends compte, tes parents, ouais, ils sont fragiles, donc tu les protèges, et puis à un moment vient le second temps de colère, en fait, envers tes parents. De dire, justement, en fait, la colère de leur faille, quoi, parce que quand t'es petit, tes parents, c'est censé être parfait, c'est les êtres... les meilleurs êtres du monde. Tu leur en veux parce qu'ils sont pas à la hauteur des parents qui devraient être, par moment. Ouais, de pas l'avoir été, quoi. Moi, ça a plus, c'était la colère, elle est venue beaucoup plus tard. Enfin, envers mon père, elle est venue assez vite. Et puis, par rapport à ma mère, elle est venue beaucoup plus tard. Et c'est... Après, je pense que ça fait partie aussi du devenir adulte. Ouais. C'est accepter que tes parents ont des failles, mais... Parce que même si je les avais vus, après, tu vois, tu idéalises quand même tes parents, puis à un moment, tu te rends compte que vraiment, ils ont des failles comme tout être humain, mais... Voilà, je pense que dans le devenir un peu adulte, c'est aussi accepter, en fait. Mais avant ça, tu passes par un peu de la colère. Moi, c'est venu... J'ai l'impression que c'est un truc qui vient dans ta crise d'adolescence, mais moi, j'ai pas vraiment fait de crise d'adolescence. T'as pas eu droit parce que t'étais parent, du coup. Enfin, je tire la chose, mais... Tu vois non Oui, je pense que je me suis pas trop permise. Je me suis dit, ok, il faut continuer dans ce truc un peu d'être parfaite et tout, de pas créer de problème, tout ça. Et puis du coup, la colère, elle vient après, quand t'as 18-20 ans, et tu te dis, mais putain, en fait... Rendez-moi mon enfance. Voilà, un peu. Mais maintenant, c'est derrière et tout ça. Mais ouais, il y a eu des moments de colère, je pense. Bien sûr. Aussi, quand tu vois que tes parents ont des failles, quoi. Totalement. Et vous, Edson, est-ce que vous avez connu des moments de désillusion de vos parents ou
tout à coup, il devenait plus humain. Dire que moi je suis un peu né avec. Hein. Mhm. Donc, mais il y a des points communs avec ce que tu disais par rapport à la responsabilisation et à la crise d'adolescence et tout ça. Mais oui, en tout cas, côté paternel, j'ai toujours su que, comment dire, qu'il y avait des failles. En fait, il n'y avait que ça. Donc, j'avais pas le choix que de... Même si j'essayais de... Parce qu'en fait, en tant qu'enfant, t'essayes naturellement d'idéaliser tes parents. Donc, je me souviens encore, j'ai encore des souvenirs précis, concrets, de moi qui essaye d'idéaliser mon père et mon daron qui fait non. Qui casse le mythe. Non. Non. Et pour ma mère aussi, c'est arrivé très très tôt parce que encore une fois, très très jeune, donc au-delà de sa propre personne, il y a aussi son environnement. Et quand tu as 18 piges, tous tes amis, les gens qui sont autour de toi sont tous très jeunes. Et c'est surtout ça en fait qui me marquait, c'est que c'était, parfois j'y repense, je me dis en fait il y avait beaucoup de chaos autour de moi. Donc c'est ça qui m'a fait réaliser que très très tôt que c'était une personne, un être humain, ma mère. Donc même si j'ai beaucoup de respect pour elle et que je la trouve extrêmement forte, j'ai toujours eu en tête le fait que elle pouvait faiblir. Il y avait toujours des moments où il faudrait être là, il faudrait un petit peu prendre le pas sur elle. Enfin, j'ai toujours été très conscient à ce niveau-là, je crois. C'est dingue d'être conscient de ça parce que je pense que c'est la tare dans ma famille à moi, tu vois. Typiquement, on a des hommes générationnels, on va dire, tu vois, qui accomplissent énormément. Du coup, je me mets dans un... Non, mais je suis pas du tout... Enfin, voilà. Si, un petit peu. Et donc, du coup, c'est des... Inconsciemment. C'est des... mon grand-père, c'était ça. Mon père, c'est ça. C'est vraiment des gens qui... Voilà. C'est le garant de la famille. Et ils produisent... Et voilà, ils nourrissent tout le monde, tu vois. Mais l'inconvénient, comment on dit, la double... Une pièce... La contrepartie. La contrepartie, un peu. Mais de ça, c'est que... comme tout homme, à un moment, t'es plus faillible. Et quand t'as pas eu l'occasion de montrer à tes enfants ou à ta famille que voilà, t'es humain aussi, tu vois. Eh bien, le contre-coup, il est violent. Tu vois, tu te prends... T'es sonné. Ok, attends. Et tu vas me dire que... j'admire ça chez mon daron et chez les... Tu vois, de justement casser un peu ce côté... où tu dois être surhumain pendant beaucoup de temps. Tu dois, non, tu peux être justement un peu plus humain. Toi, Elisa, t'as connu des moments où justement de désillusion de tes parents un petit peu ou pas? Ma maman, elle a toujours été très... comment dire, enfin très sensible, très, elle vit les choses, mais genre... Elle vit ses émotions. Mais genre hyper intensément, quoi. Et du coup, elle est hyper sensible? Honnêtement, ouais, je pense que... Enfin, je sais même pas si elle le sait elle-même, mais ouais, quand même, elle est... Enfin, vraiment, genre, c'est tout... Enfin, noir ou blanc, quoi. Il n'y a pas vraiment de zone grise, tu vois. Enfin, bon, voilà. Et du coup, évidemment, depuis que je suis toute petite, j'ai vu ça, tu vois. J'ai vécu ça. Et genre, c'était parfois des crises. Aussi, avec mes parents, ils se disputent. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais quand on était plus jeune avec mon frère, on assistait parfois à des trucs. Mais genre, tu te dis, mais enfin, on n'est pas dans un film, quoi. Des trucs, vraiment, ils se disputaient. Et alors, enfin, limite, j'étais gênée par rapport à nos voisins, quoi. Enfin, vraiment. Du coup, non, mais voilà. Je vois, je connais. Mais vraiment, quoi. Et je me disais, putain, mais c'est pas possible. Enfin, est-ce qu'ils vont arrêter un moment, quoi? Parce que... Enfin, pourquoi? Et alors, ça partait en crise de larmes, nanana. Donc, oui, j'ai direct remarqué que ma mère était quand même très fragile, tu vois, malgré le fait qu'elle avait beaucoup de responsabilités dans son taf, etc. Dès qu'elle était à la maison, c'était elle remplie de doutes, remplie de fragilité, etc. Et donc, ouais, ça, j'en ai toujours eu conscience. Et encore même maintenant, tu vois, genre, maintenant, je suis plus à ma maison. Je vis en colocation et tout, mais quand je reviens, j'ai toujours, tu vois,
je sais que ma mère, c'est un peu sur un fil comme ça. Et donc, à tout moment... Enfin, voilà, maintenant, je sais que... Tu veux la protéger. Ouais, clairement. Et puis, genre, même maintenant, tu vois, genre... Enfin, en soi, moi, ça me dérange pas et je trouve ça chouette. À l'heure actuelle, parce que je suis plus âgée et que j'ai mûri, etc. Par exemple, moi, je lui donne plein de conseils où, tu vois, j'arrive à la calmer sur certains trucs parce que je la connais, j'arrive un peu à la faire redescendre. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, du coup, ouais, je me suis direct rendu compte de cette fragilité-là et de ces failles qu'elle avait, parce qu'elle les cachait absolument pas, genre loin de là. Et du coup, ouais, au niveau de ma maman, ça, très jeune. Et puis mon papa, lui, un peu moins, enfin, genre, vu qu'il était déjà moins présent, j'avais moins, enfin, quand je le voyais, c'était soit par rapport à, genre, est-ce que, tu sais, un peu l'inspecteur des travaux finis, comme ça, qui vérifie que tout est bien. Hein. L'inspecteur des travaux finis, putain, ouais, je vois. Tu vois, genre, qui vérifie, ok, c'est bon, tout est bien dans sa case, ça y est, c'est chill. Et aussi pour les vacances, les trucs cool, quoi. Donc ça, il y avait moins de pression, enfin, c'était plus ma maman qui gérait un peu tout, qui faisait un peu le gendarme. T'as eu moins l'occasion de voir ton père, en fait. Ouais, mais il y a juste. Ou, genre, perdre contenance et. Ouais, si, dans leur dispute, oui, mais c'était plus enfin lui il était énervé puis il allait de son côté, enfin tu vois, il prenait son espace, etc. Alors que ma maman elle était plus à venir nous voir, tu vois, ce qui était pas forcément idéal vu qu'on était petits et tout, mais bon, évidemment c'est comme ça, chacun est comme il est. Donc dans ces moments-là je le voyais moins lui fragile ou faible ou quoi, mais sinon le moment où je me suis rendu compte vraiment que c'était un humain et que voilà, vu qu'il travaillait vraiment énormément. Mais il y a un moment où il a eu un accident, enfin, tu vois, je t'avais même parlé de ça. Ouais. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, oui, en fait, il est complètement, tu vois, un être humain comme nous tous. Et donc, il a dû arrêter de travailler pendant tout un temps. Il avait perdu un peu de capacités, facultés, etc. Et donc, oui, à ce moment-là, je pense que même lui s'est rendu compte parce que qui devait prendre du temps pour lui et du temps pour se reposer, etc. Je suis en train de... Excuse-moi. Mais ça risque de nous arriver à tous, cette merde-là. Enfin, ce genre de choses-là. De perdre un peu ses capacités. Ouais, mais c'était violent. Oui. Ouais, parce qu'en fait, il a fait un AVC quand c'était il y a maintenant... Il y a 5 ans, un truc comme ça. Bon, maintenant, on a vraiment eu de la chance parce qu'ici, on est sorti et il a retrouvé toutes ses capacités. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Mais même lui, il s'y attendait pas. Finalement, tu t'attends jamais à ce genre de truc. C'est un truc frappant. Et du coup, oui, c'est à ce moment-là où même lui s'est rendu compte, je pense, d'un truc dont il n'avait même pas conscience, que t'as beau être la tête dans le guidon, tu vois, foncer, à un moment, il faut savoir s'arrêter parce que la vie, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, tu vois. Elle t'amène des choses pour te mettre... Ouais, et puis ça peut surtout basculer d'un moment à l'autre. Lui, il a eu de la chance parce que, suite à son AVC, il avait juste tout le côté droit qui était paralysé. Bon, ce qui est quand même déjà pas ouf, mais ça va, ça peut être beaucoup plus grave. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est aussi un humain et il a besoin aussi de se recentrer, quoi, sur l'essentiel parce que s'il continue comme ça, il va juste clams, quoi. Donc, du coup, c'est un moment où je me suis rendu compte que oui, il avait des failles et que, en fait, au final, pas heureusement que ça lui est arrivé, évidemment, non, pas ouf, parce que maintenant, il doit prendre des médocs tout le temps et tout, mais un peu comme dans tout, tu vois, ça a eu ses côtés positifs, tu vois, ça lui a pris... maintenant, il fait attention à travailler moins, enfin bon... Maintenant, il retravaille beaucoup, mais pendant un temps, il a moins travaillé. Il était plus tolérant, plus indulgent avec lui-même, clairement, et il se reposait parce que dormir, il travaille de 8h à 22h avec une demi-heure de pause. Oui. À un moment, mec, il faut que tu dormes, tu vois, tu peux pas... Vas-y frère, dors. Non, mais surtout que tu vois, c'est pas un truc où genre... c'est quand même un truc où t'entends la vie des gens, tu sais, t'es hyper à l'écoute, quoi, hyper aguerri et tout, et t'entends tous les malheurs de tout le monde tout le temps. Ouais, c'est chaud. C'est pas évident non plus, quoi. Et puis c'est des gens qui sont, tu vois, ils voient des gens qui sont hyper malades aussi, c'est un peu la misère tout le temps, quoi. Donc même pour toi, t'as besoin de te ressourcer. Donc, du coup, ça a été aussi un déclic dans ce sens-là pour lui, de se rendre compte que il avait plutôt intérêt à se bouger pour prendre du temps pour lui et pour sa famille et tout, parce que c'est vrai que c'était aussi au détriment de notre vie de famille. Au final, la semaine, honnêtement, on le voyait pas, et il travaillait aussi le samedi. Donc le seul jour où on le voyait, c'était le dimanche. Bon, du coup, ça fait pas beaucoup, quoi. Et puis même, pour avec ma maman et tout, c'est pas cool, parce que voir ton mari ou ton mec à 22h30 tous les jours, t'es déjà limite en train de dormir, quoi. Tu vois, toi, t'as fini ta journée à 18h, voilà, tu vois. T'es au bout du rouleau, etc. Donc voilà, donc ça, c'est un moment où je me suis rendu compte, et puis ça a pu... Tu vois, c'est fou, mais...
voilà, des drames arrivent et ça te fait réaliser énormément de choses. Ça te permet de renouer, tu vois, c'est bête, mais ça te permet de renouer avec ton daron, de retrouver un peu un lien, un partage, de la connexion avec. Les gars, vous avez tous, là, autour de la table, on a tous quitté le domicile familial. Là, ça fait un petit temps, pour presque tous, plus de quelques années, je pense. Et comment ça s'est passé de votre côté? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était simple? Est-ce que c'était une libération au début et à la fin? Enfin, tu vois. Edson, vas-y, raconte-nous un petit peu. Non, mais je cible parce qu'apparemment, après, on est tous. Attends, on est le ski passé. Donc, toi, tu veux bien, toi, moi. Mais je l'ai déjà un peu raconté dans le podcast. Ouais, c'est ça. Sois bref. Non, t'inquiète. Okay, je vais être bref de toute manière. Je crois que c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. Contexte familial un petit peu électrique. Et j'avais besoin d'un Sorry, t'as rigolé, tu t'es foutu de ma gueule. Non, j'adore que tu fais. Je m'en rends même pas compte. Je sais. Du coup, maintenant, je vais plus le faire. Non Vas-y, sois naturel, c'était très bien. Sorry, excuse-moi. Non, donc c'était contexte familial comme ça peut arriver dans toutes les familles. Et je sentais qu'il fallait que j'avais besoin de quelque chose d'autre. J'avais besoin de liberté, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de m'envoler ailleurs. Exactement comme maintenant, en fait. Je crois que j'ai des petits cycles de 2 ans où je peux rester quelque part. et dans le domicile familial, j'avais un petit peu abusé de ce cycle-là, je pense. Et je voulais partir très tôt. Déjà, si j'avais pu bouger à 16, 17, j'aurais bougé à 16, 17, mais les circonstances faisaient que, de toute manière, je n'avais pas vraiment de raison. Et puis à 18 ans, j'ai dû rester à la maison, et vers mes 20, 21 ans, j'ai dit, écoute, il est temps que je m'en aille. Donc du jour au lendemain, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Je suis vraiment monté dans ma chambre, j'ai fait mes valises. Donc ma mère criait. C'est fou. Si elle voit je pense à toi, maman, je t'aime. Elle criait, elle me criait dessus. Et je suis monté, bac, j'ai pris mes affaires, tac, j'ai fait mes valises. J'ai dit, écoute, je m'en vais. Elle avait pas le... Elle avait pas de mots à dire par rapport à ça. Non, pas le choix, quoi. Ouais. Tu l'as mis un petit peu face au fait accompli, quoi. Exactement. C'était un défaut. Mais c'est un défaut, mais tu vois, c'est une façon de... Pour moi, ça rebondait un peu ce que je disais au début avec la présentation de toi, mais tu suis énormément ce que tu ressens et ton instinct. Et là, j'ai l'impression que ça taraudait déjà. Oui, de dire, mais j'ai envie de nourrir mon besoin de liberté, de partir de découverte. Et c'était et ta brave mère, à ce moment-là, ça nuisait à ce besoin-là, tu vois. Et tu lui as gentiment dit, bon, bah écoute, je prends mes claques et je m'en vais, tiens. Exactement. Mais oui, ça a été... J'ai essayé de rendre ça le moins douloureux possible, naturellement, mais ça a quand même été douloureux parce qu'il y avait un petit de 4-5 ans derrière. Non, j'exagère. 6-7 ans derrière. Avec lequel j'étais tous les jours. H24. Ouais. On partageait tout ensemble. J'étais toujours tout le temps avec Puis il y a des habitudes qui C'est ça. Tu vois, d'aider, d'aller chercher le petit frère à l'école, des petits trucs comme ça, surtout il a 7 ans, tu vois. Exactement. Khadem, on connaît ça. C'est ça. Donc c'était un petit peu... C'était perturbant pour eux. Moi non, puisque je m'étais déjà fait à l'idée et que j'étais prêt à dormir dans la rue. Mais il fallait que je parte. À ce moment-là, il fallait que je parte. Donc je suis parti de chez moi sans savoir où j'allais aller, mais je suis sorti. Je suis parti, on habitait en dehors de Bruxelles, donc je suis allé à Bruxelles. Je suis allé en cours et puis le soir, je savais pas où aller. Donc j'ai été au resto, j'avais un peu d'argent d'un tournage. J'étais au resto, j'ai mangé. J'ai rencontré des personnes super sympas ce soir-là. Des femmes super sympas auxquelles j'ai failli demander le gîte. Attends, mais mec, je vais être hyper mauvais en mais oui, on va la couper là, cette histoire, parce que la suite, elle est sur notre Asekiose. Dingue. Et il faut que vous alliez l'écouter, parce que voilà,
On laisse sur un cliffhanger. Ok, faisons ça. Comme ça, tu vois, Faisons ça. je pense un peu à la suite. Mais oui, mais concrètement, Mais moi, quand je suis parti, j'étais vraiment prêt à vivre dehors, en fait. Ouais. J'en avais plus rien à foutre de rien et de personne. Et je me disais, il faut que je... J'avais ce besoin de liberté. Mhm. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis parti. C'est même en ce moment, ce que je disais, je suis en train de ressentir ça, c'est que j'ai parfois des phases dans lesquelles je sens que il est temps de passer à la vitesse supérieure, à un autre stade d'évolution. C'est un peu comme un Pokémon. C'est un peu ça. Ok. Et là, je suis exactement Ok, ça la mèche, tu vas nous faire voir. processus. C'est ça, tu vois. Ouais. Mais non, je préfère Bulbizarre. désolé, mais Bulbizarre, c'est mon gars. Et voilà, la suite au prochain épisode. La suite. Elisa, Elisa, Naila. Je sais que Elisa, toi, t'as quitté la maison, mais plus pour aller genre en cote, en coloc. Ouais. Est-ce que c'était un petit choc ou pas? En fait, moi, je me souviens quand j'ai bougé, ça s'est un peu fait naturel. Enfin, genre, j'ai des copines qui avaient une coloc déjà, c'était à Stockel. Et en fait. C'est à Bruxelles, Stockel. Ouais. Aux éditeurs. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a des Français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français. Oui, c'est un quartier à Bruxelles. Des Ivoiriens et tout. Chouette. Lourd. Des Canadiens aussi. Et des Pardon. Canadiens. Très bien. Pas de problème. Tout le monde s'en fout de ton histoire. Désolé. Ok, bah voilà. Sinon, C'était il y a quand même qu'on une se dise merde. Pardon. Tu disais du coup. Je sens que Elisa. je vais me faire rattraper. Ouais. Dans quelques minutes, là, elle a Non, déjà non, prévu t'inquiète. sa prochaine blague. Non, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète pas avec le rire. Ok. Non, mais du coup, j'avais des copines donc, qui avaient une colocation donc à Stockel. Et il y en avait une qui partait l'année d'après parce qu'elle allait étudier à l'étranger. Et donc, elles m'ont dit, ah, bah écoute, si t'as envie de venir, nous, il y a une place qui se libère chez nous, t'es la bienvenue. Pour toute l'année. Pour toute l'année. Ok. Et du coup, j'étais là, ah ouais, why not et tout. Alors, en soi, j'habitais, honnêtement, j'avais mon unif, je me suis éloignée de l'unif en étant dans ma coloc, donc c'était pas du tout une question de proximité, quoi que ce soit. C'est juste que, je sais pas, j'avais envie de bouger. Surtout que t'étais à quoi 7 arrêts de métro depuis chez toi jusque. Ah oui, non, mais c'était absurde quand on y pense, hein, ça n'avait pas vraiment de sens. Il y avait Enfin, c'était juste plus moi, parce que j'ai envie de prendre mon indépendance, quoi. Et en fait, j'en ai parlé à mes parents. Et je pensais qu'ils allaient un peu me recaler et tout en me disant non. Mais je leur ai dit que je le ferais, enfin que si je bougeais, évidemment je finançais une partie du loyer, quoi, parce que ça paraissait normal aussi. Ouais. Du coup, je me suis trouvé un taf étudiant, etc. Puis j'ai emménagé. Et en fait, ça m'a fait, enfin, j'étais hyper bien, quoi. Bon, enfin. Ça m'a changé la vie, honnêtement. J'étais trop contente d'être là avec des copines, de pouvoir faire ce que je voulais le soir, manger ce que je voulais. Ta liberté, ton puis... indépendance, ton autonomie. Ouais, clairement. Et alors, en vrai aussi, d'une certaine manière, je crois que je pense que si j'avais pas bougé peut-être de chez mes parents aussi tôt, enfin tôt, c'est pas si tôt que ça, mais je veux dire, en vrai, dans mes copines ou de mes copains, j'étais une des premières à être en coloc. Bah, peut-être ça m'aurait pas... Enfin, j'aurais moins vite été vers la voie de faire de la comédie, etc. Ouais. Parce que, en fait, le fait d'être en colocation, ça m'a donné une liberté énorme. Et du coup, je faisais tout sauf bosser, quoi. Et en fait... C'est là aussi que t'as réalisé que... Ouais, c'est ça que je me suis dit, mais en fait... Enfin, tu vois, c'est à ce moment-là que je me suis un peu cherchée, puis j'ai rencontré de nouvelles personnes, etc. Et que je me suis un peu laissé vaquer à mes envies et mes occupations, voilà. Et du coup, c'est là que je me suis un peu rendu compte qu'en fait, il était temps que je fasse ce que j'avais vraiment envie. Et peut-être que si j'étais restée chez moi, peut-être que ce serait venu plus tard, ou peut-être que ce serait juste pas venu, j'en sais rien. Parce que j'aurais eu plus mes parents sur le dos en mode, là, il faut que tu bosses, là, t'es en blocus, go, on y va, quoi. Alors que là, j'étais vraiment livrée à moi-même. Il suffisait que je dise, oui, ça se passe bien, j'étais en cours aujourd'hui. Alors que c'est totalement faux, j'étais restée toute la journée chez moi à regarder des films. On connaît. Donc, du coup, voilà, c'est ça qui, je pense aussi, a fait que, ouais, donc au final. C'est une grande part de ta libération, quoi. Ouais, clairement. Et puis, ta recherche de te trouver toi-même, quoi. Ouais, et franchement, non, mais ça s'est hyper bien passé. Et puis après, ça m'a aussi permis, parce que j'étais aussi un peu souvent en désaccord ou en conflit avec mes parents. Enfin, moins quand je suis rentrée à l'UNIF, mais c'était toujours un peu le cas. Genre, on était souvent en altercation et tout. Là, quand je retournais chez moi, c'était que pour les côtés positifs et les trucs cool, quoi. Donc, j'allais manger quand j'avais envie. Enfin, voilà. Et c'était juste des bons moments. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi un peu de renouer avec mes parents.
pour des trucs plus chouettes et des conversations plus intéressantes. C'est ça que je trouve personnellement fou, parce que j'ai aussi quitté à la maison plus tard à l'UNIF et tout, genre vers bac 3, quelque chose comme ça. Et ce que je trouvais dingue, c'était que ma relation avec ma mère s'est tellement améliorée à partir du moment où j'ai quitté la maison. Mais ouais, c'est un truc de malade. C'est comme si je sais pas, on se ressemblait trop, et voilà, tu vois, les conflits existaient beaucoup plus. Ouais, c'est sûr. Et le quitter, ça fait retrouver, ça te fait manquer la personne, t'as envie t'as envie de l'appeler. T'as envie de l'appeler, la voir, tu te dis maman, tu me manques et tout. C'est des trucs qui arrivent beaucoup plus rarement. Et très chouette, t'as connu ça aussi un petit peu, Naila, ou... Non, moi pas exactement dans le même truc, non. Moi ça a été très 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 compliqué. J'ai quitté chez mes parents il y a 3 ans. Un peu plus de 3 ans, vers 22 ans. Mais j'étais très très proche de ma maman. Le fait d'avoir que mon papa soit parti, qu'on ait eu 3 ans rien qu'entre filles, avec ma sœur et ma maman, mais j'avais une relation super fusionnelle en fait avec ma maman. Même après avec mon beau-père, mon petit frère et tout ça. On est famille très fusionnelle en fait. Tous ensemble, on s'entendait super bien. Vraiment super entente avec ma maman et tout ça. Et donc quand je suis partie, c'était vraiment... Quand j'ai pris la décision... Cassure, quoi. C'était rude, c'était lourd. C'était difficile. C'était un peu... C'était pas sur un coup de tête comme Edson. Il a pris sa valise et la suite de l'histoire. Mais j'ai commencé à aller voir une psy à la fin, je sais plus c'était quelle année, j'étais déjà à l'UNIF. Et c'est un peu des trucs qui bougent quand tu commences un travail psy et tout. Et je suis là, ok, maintenant il faut que je parte. Je savais que c'était la bonne décision. Je savais que j'en avais besoin, qu'il fallait que je coupe un peu le cordon avec ma maman, même avec toute ma famille. C'était nécessaire, mais c'était dur, quoi. Moi aussi, d'être l'aîné de la... T'avais l'impression... Je mets des mots dans ta bouche, si c'est faux. Vas-y. Mais est-ce que, quand je me mets un peu à ta place, j'ai l'impression que t'avais l'impression de la trahir, tu vois, en quittant un petit peu. C'est un gros souci de loyauté, comme ça. Ouais, un peu. Toute ma famille les a abandonnés, en fait. Il y avait un peu un truc aussi de... Comment ils vont faire sans moi? C'est horrible, hein, c'est un peu narcissique et tout, mais non, je vois exactement. Je vois aussi tellement. Tu vois, là. Le côté, mais attends, mais réellement, comment ils vont procéder pour des banalités du quotidien? Comment ils vont faire? Ouais, mais vraiment ça. Après, quand tu vois qu'ils se démerdent bien sans toi, ça fait mal un petit peu. Putain, mais je suis pas incroyable en fait, tu vois. De ouf. Je suis pas indispensable. Et puis là, t'es vexé, t'es là. Ah ouais. Moi, quand je suis parti de chez moi, la maison, elle a changé. Elle a fait la déco aussi. Ça, tu vois, c'est devenu un foyer, t'as vu. Il faisait chaud quand j'allais chez ma mère. Il faisait chaud. Mais gros, t'étais un blocage pour ta daronne aussi, en fait. Voilà, c'est ça. De quoi, moi? Ouais, bah non. Oui, j'étais un blocage. Oui. Enfin, pour vous. Je crois, mais oui, mais à un moment donné, c'est que... Ouais, c'est dans les deux sens. Quand on s'enlise dans une relation, on oublie de voir que le reste, que le monde existe, en fait. Ouais, non, de ouf. Ouais, et puis quand un élément part, ça... Obligatoirement, t'as tout le système qui est déséquilibré, qui doit retrouver un équilibre, et donc tout le monde en fait bouge, et du coup ça bouge sans toi. Et du coup, toi, t'es parti, et ça a été dur au début, et puis quoi maintenant moi, ce qui était dur aussi, c'était un peu comme Edson. J'avais un petit frère de 8-9 ans, et j'avais aussi l'impression de l'abandonner. Je me suis dit, en fait, il a que 8-9 ans. En fait, il se souviendra plus des années où on a habité ensemble. Enfin, un peu ce lien, casser ce lien et tout. Ma petite sœur aussi. Enfin, et ouais. Mais ça a été dur au début. Vraiment, ça a été le début de. Ça a été un peu ma crise d'adolescence à partir de ce moment-là. Beaucoup de conflits avec ma mère et tout ça. Mais... retardement, donc, qui est arrivé plus à 20 et quelques, quoi. Quand t'es partie, t'avais des conflits avec ta maman. Ouais, ça a été un peu conflictuel. Je pense du fait de moi perdre ma place, c'était difficile. Enfin, d'avoir l'impression de perdre ma place. Et elle qui voit que tu te casses justement et qui... Et assez vite, ils ont réinvesti ma chambre, en fait. Mais voilà, ils ont pas mal accueilli des personnes réfugiées et tout ça. Trop chouette projet que j'ai mené avec eux, en fait. Hein. J'ai vraiment mené avec eux. Je me suis dit, ok, c'était un double truc, mais genre, il faut investir la chambre. Moi, je pense que c'était un moyen de dire, ok, maman, on va combler le vide. Et en fait, ça a été difficile. Mais dureté. Moi, j'étais là, mais c'était ma chambre. Et puis, c'était plus ma chambre. Et Quel paradoxe. J'ai connu exactement ce que tu dis, Naila.
C'est exactement la même chose. Genre, je suis allé à l'UNIF et au courant de mon année, partir à l'UNIF, mi-année, ma mère déménage. Et on part d'une maison où j'avais une chambre dans une autre où j'avais pas de chambre. Et pour moi, c'était une façon, de manière tacite. Je crois qu'ils nous punissent. En fait, tu vois, mais pour moi, c'était une façon. C'était horrible parce que j'étais en blocus, mais tu sens que ça remonte là, ça fait mal. Non, mais Genre, je me souviens que j'étais en blocus, donc j'étais à Louvain-la-Neuve, donc j'habite à Bruxelles, ma mère habite à Bruxelles, et ils ont dû faire tout le déménagement sans moi. donc du coup tout ce qui était affiche et toute ma chambre c'était sacré. Genre j'amenais tous mes amis, il y avait tellement de potes qui sont passés par là machin pour dormir, pour nos teufs machin, c'était toute une histoire. Et mon frère qui m'appelle et tout, qui est là, ouais, donc du coup ton bureau on le garde ou pas? Quel frère Igor? Ouais, Igor. Je suis là, ok. Et donc ce que tu dis c'est genre et en même temps tu pars pour avoir ton nouveau chez toi, c'est ça. Mais c'est tellement dur, tout à fait normal, tu vois, c'est tout à fait normal, il faut laisser la place aux gens. Mais c'est dur de laisser, de se dire ma chambre est réinvestie, voilà. Et maintenant j'ai plus de chambre chez mes parents, ça va très bien, mais enfin voilà. Mais pour finir, je pense que partir de chez mes parents, c'est ce qui a fait, ça a été le conflit, et puis en fait c'est ce qui a permis d'améliorer nos relations. En fait, maintenant j'ai vraiment une relation beaucoup plus d'adulte à adulte avec mes parents. Et depuis, t'es pour ou contre l'accueil des réfugiés en Europe? je me pose la question polémique de Didier. Mais complètement pour, c'était mon projet, je l'ai mené avec j'ai poussé maman à le faire, mais après j'ai regardé, mais en fait merde, j'ai perdu ma place. Oui, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, ces gens-là. Ils viennent dans ton pays. C'est ce qu'ils font. Et ils prennent ton travail. Ils prennent ta maison. Est-ce que vous voyez être parent bientôt? Non, pas bientôt. Est-ce que dans votre vie, est-ce que vous voyez avoir des enfants? Et Lisa, ouais. Ouais. Ah oui, moi oui, j'ai envie d'avoir des enfants. Enfin, je pense. Je sais pas. Non, en fait, c'est un peu un truc qui a changé au fur et à mesure de ma vie. Genre, quand j'étais plus jeune, j'étais là, non, j'ai pas envie d'enfants, j'ai envie d'être une femme indépendante, qui, voilà. Et puis après, maintenant, ouais, si, j'ai envie d'avoir des enfants. Après, je sais pas quand, genre là, pas dans l'immédiat, quoi. Vraiment pas du tout. Ton brave copain, il fait ok, bon, d'accord, ok. Non, mais je pense que c'est sur la même longueur d'onde, donc ça va. Non, mais donc oui, si, j'ai très envie d'avoir des enfants. Enfin, en fait, je suis pas hyper sûre, en fait. J'en sais rien. T'es ambivalent, tu ne t'es pas encore posé la question à fond. En fait, c'est surtout, je me dis, est-ce que, c'est peut-être un peu, voilà, mais est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, etc. Enfin, c'est plus par rapport à ça. Dans l'idéal, évidemment que oui, j'ai envie d'avoir des enfants, de construire une famille, de voir le fruit d'un amour naître et tout. Évidemment, c'est trop cool et c'est hyper beau. Mais je me demande si, j'ai pas envie d'offrir un truc nul, quoi, pour mes enfants, un avenir un peu maussade. Enfin bon, c'est hyper négatif ce que je dis là, mais c'est quand même des questions que je pense qu'on se pose tous, c'est hyper normal. Et donc, voilà. Et puis aussi, un truc beaucoup plus terre à terre, c'est qu'un truc qui vraiment me fait paniquer, mais genre vraiment... C'est l'accouchement. L'accouchement. Mais en fait, limite, ça me dégoûte, quoi. Vraiment, genre... C'est horrible de dire ça, parce que... mais vraiment, c'est un truc... Enfin, genre... rien que... Non, mais... de me dire qu'un être va sortir de moi comme ça. Elle a dit un être. Pour vraiment dire, c'est un bout de choses. Un bazar connasse. En fait, non, ça me terrorise. Ouais. Honnêtement, et c'est un truc que j'ai pas l'impression que, enfin, tu vois, je sais pas, mais on en parle pas. C'est un truc un peu tabou comme ça, en mode, non, c'est trop beau l'accouchement, la naissance, on donne la vie, mais ta gueule, c'est aussi pas le meilleur moment. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, mais je suis d'accord. Tu vois, genre, c'est un truc où, en plus, on n'est pas hyper informé à ce niveau-là, genre, tu sais, on ne dit pas l'envers du truc. Enfin, oui, maintenant un peu plus, tu vois, mais genre, j'imagine quand nos mamans ont dû accoucher, enfin, je sais pas, je pense que elles s'attendaient pas à ça, tu vois. Petite histoire d'accouchement. Et donc je vais la faire courte parce qu'on a un manque de temps, mais j'étais en 5e secondaire. On faisait la retraite sociale. Vous vous souvenez? T'as dû faire ça aussi, Naïla, en secondaire? Ouais.
Et c'est une semaine où tu passes, ça dépend où tu es, tu vas dans des écoles, t'es prof, machin, etc. Et moi, j'étais dans un hôpital et je suivais une gynéco. Et la fille avec qui j'étais, qui était dans ma classe, me dit moi je rêve d'assister à un accouchement, tu vois. C'était qui je dirais pas. Joker. Joker. On pense à toi, peu importe qui tu es. Voilà. On va préserver son machin. Son anonymat. Son anonymat. Oui. Elle transmet le message à la gynéco, qui était une femme assez cool, relax. Elle fait, mais tu sais quoi, mais oui, y a pas de souci. Elle a 17 ans, tu vois. On avait 17 ans, tu vois. Et il se fait que cette semaine-là, nous, en retraite sociale, on dormait tous chez un pote parce que il avait pas ses parents qui étaient là chez lui cette semaine-là. Donc on faisait un peu la fête toute la semaine, tu vois. En gueule de bois pendant l'accouchement. Donc du coup, le jeudi arrive. C'est à l'avant-veille, machin, du dernier jour, en fait. Et on a un peu fait la fête avec les copains. On part tous le matin dans nos retraites sociales respectives. Et moi, je me trouve, tu vois, chaque matin, dans une équipe médicale, en tout cas dans le service gynéco, il y a un rapport entre les médecins et c'est genre, ils regardent tous les cas, etc. Et moi, j'étais là déjà... Déjà, tu sais pas qu'est-ce que tu fous là-bas, gros. T'es un étudiant, t'as 17 ans, t'es avec des médecins, ils ont tous leur blouse. Il y a des étudiants en médecine qui sont là avec leur carnet. Toi, t'as l'air d'un clampin avec ton vieux t-shirt délabré qui pue la gnôle, tu vois. T'arrives comme ça. Et... c'est vraiment très gênant, tu vois. Et donc, elle a transmis. Tu viens de donner son nom. Donc, moi, je vois qu'il on l'a refait. Ça a été bipé de toute façon. Alors, putain, mais vraiment bien. Bravo. Lourd. En soi, c'est pas hyper grave, si. On verra la suite, mais. Et donc... Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle demande gentiment à la gynéco qui nous suivait, donc est-ce que je pourrais assister? La gynéco dit écoute, dès que je trouve un spot, eh bien tu pourras. Et il y a une brave maman qui allait accoucher cette matinée-là. Et donc, du coup, elle dit à mon amie, en mode genre, donc, c'est maintenant, est-ce que t'es prête, etc. Ma brave amie se débine, tu vois, en mode genre, en fait, je peux pas, tu vois. Aubin, vas-y, Aubin, s'il te plaît, je veux pas, faut pas que je perde contenance et tout, c'est genre la meilleure pote de ma mère, tu vois. Je fais, damn, tu veux vraiment, je peux pas, mais allez, s'il te plaît, non, tu vois. Je fais, non. Et puis, donc, du coup, la gynéco, elle a prévenu son collègue et tout, c'est pas elle qui assistait à l'accouchement. Ouais. Et donc, je lui dis, écoute, moi, je savais pas ce que c'est, globalement. Je fais, ok, d'accord, je veux bien assister. Pauvre de toi. Et donc, du coup, je mets la blouse, et en mettant la blouse, tout l'attirail, etc., je réalise, je suis quand même pas chill, non? Je vais quand même assister à un accouchement, quand même. C'est pas cool. Et je mets tout l'attirail, le bonnet, le masque, etc., avant, l'après-Covid, tu vois. Donc, c'était un peu exceptionnel de mettre un masque. Tu te sentais un peu, genre, chirurgien, Grey's Anatomy, tu vois. Et donc, j'arrive dans le bloc, le médecin qui me pitch, mais il me pitch comme si je m'y connaissais, tu vois. Il était là en mode, voilà, on est à genre 3 heures de travail, machin, et tu vois, j'étais là, écoute, merci frère, mais c'est pas moi qui vais sortir le bébé, moi, frère, je vais rien faire, mais dis-le, tu racontes, tu vois. Et gros, j'ai dû assister, quoi. Genre, en gros, il était en train de s'occuper de l'accouchement derrière c'est pas j'allais dire un bar, c'est pas du tout un bar. Enfin, quoi? Donc, en gros, il y a la maman qui est sur la table. Oui, et t'as un truc, une sorte de... Et t'as un rideau, voilà, qui bloque un petit peu. Et donc, le papa qui est du côté de la maman. Et puis, l'équipe médicale qui est derrière. Et donc, du coup, moi, je suis sur un tabouret. Et prenons que moi, je suis le médecin. Et donc, voilà, il est en train de s'occuper. Il fait tout le travail pour pouvoir extraire l'enfant le plus... médicalement correct possible, tu vois. Et moi, je suis derrière, et il est en train de m'expliquer les choses, tu vois. En mode, voici, donc ça, c'est le placenta, machin, etc. Et il délivre, et la maman arrive à sortir le bébé, machin, etc. Donc la sage-femme vient, etc. Moi, je suis là en mode, je bégaye, je sais pas où me mettre, tu vois. Et le brave médecin, après, il réalise qu'en fait, j'étais un étudiant de 17 ans et pas un étudiant de médecine, tu vois. Donc, du coup, il était très content que moi, je me sois pas évanoui. Hein, donc, il était là, mais attends, mais t'as quel âge? Genre, juste après, il a été, mais attends, mais t'as quel âge? En fait, je disais,
J'ai 17 ans. Et puis il me fait, mais attends, mais c'est pas vrai. Et elle m'a laissé un gosse de 17 en parlant de sa collègue. Bref, pour la petite histoire de dire... Mais au moins, tu sais à quoi t'attendre. Oui, tu sais un peu... Moi, je sais pas à quoi m'attendre. Moi, mais je peux comprendre la difficulté... T'as pas été traumatisé? Non, mais mec, attends. Ouais, Genre, il y a tellement d'histoires à raconter juste après ce moment-là, tu vois, c'est que... Donc, je suis traumatisé. Ah ouais, j'étais un peu en gueule d'ub. La soirée, enfin, le jour se continue. Et je pense que j'ai même négocié pour partir plus tôt. Je suis parti plus tôt et j'avais les clés de chez mon pote, j'arrive. Et vraiment, je suis là toute la journée, genre dans le canapé, j'ai allumé la télé, j'étais là, genre... Je savais pas... Est-ce que c'était la première fois que tu voyais? Non. Non, heureusement, putain. Je pense pas que ça a été la première fois. Et c'est marrant parce que... Dieu merci. Ouais, parce que j'étais vraiment bien traumatisé quand même pendant un temps, tu vois. Et je me souviens que j'avais écrit... Donc, il restait le jeudi soir. Donc, j'expliquais à tous mes potes, voilà. Et donc, ils étaient là en mode, oh, on va faire la dernière fête et tout. Et ils étaient là en train de s'ambiancer avec des petites bières et tout. Et moi, j'étais là avec ma seule bière. Traumatisé. En fait, non, les gars, pas aujourd'hui. Vous savez pas ce que j'ai enduré. Vous savez ce que c'est une femme, ce que ça fait, non? Vous vous rendez pas compte, c'est incroyable. Donc la question en fait de base c'était est-ce que vous voyez parents plus tard, toi Naïla? Avant j'avais vraiment ce discours j'ai toujours voulu avoir des enfants. Genre j'avais un peu le fantasme de la famille parfaite, un papa et une maman ensemble amoureux avec des enfants, enfin un peu un chien venir voilà et un peu guérir le schéma familial que j'avais eu des parents séparés où c'est quand même la désillusion de plus de papa maman ensemble et tout ça. Mais depuis quelques années il y a eu un peu un mise en question quoi de ce schéma là aussi où j'ai un peu abandonné ce schéma là. Mais du coup maintenant c'est plus avant c'était d'office, maintenant je me pose un peu la question, je sais pas trop, je pense que dans le fond j'ai quand même envie. Après tu vois je travaille avec des enfants depuis toujours, enfin j'adore et tout, et donc je pense que j'ai quand même envie d'avoir des enfants, mais voilà, pas d'office, on verra un peu ce que la vie réserve, je pense. Pas tout de suite, quoi, c'est clair. Tu restes ouverte, mais t'es pas... tu sais pas... On verra. Je pense que j'ai envie, mais voilà. Je laisse... On verra. Toi, Edson? Moi, je pense que si j'avais pu avoir des enfants, j'en aurais déjà. Ah ouais? Clairement, mais... Ouais. J'adore. Tu veux en avoir, Je veux en avoir. C'est une question de temps avant que tu en aies. C'est une question de temps aussi de qui de trouver une maman. Voilà. Et puis aussi, c'est bien aussi d'avoir un peu de stabilité dans la vie. Donc, j'aimerais bien avoir une grande famille, genre une grande famille avec des, enfin pas 20 gosses non plus, mais j'aime. En fait, à chaque fois que j'invite des amis chez moi, bon, en ce moment on ne peut plus, mais à chaque fois que j'invite des amis chez moi, je réalise ce que ça fait d'avoir une maison qui grouille de vie. Et je me dis que c'est ce que je voudrais en tant que parent, c'est d'avoir une maison qui grouille de vie. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à raconter, il y a parfois des disputes ou mais en tout cas la vie est présente et la vie elle se partage en fait, et je pense que c'est très très important. Pour moi, dans ma vision des choses, pour moi c'est important d'avoir une vie qui se partage, une famille qui soit soudée et unie, parce que malheureusement j'ai pas vraiment eu ça. Donc je suis clairement dans cette idée de réparer. Voilà, réparer, ouais, c'est ça. Produire quelque chose que t'as pas connu, quoi. Exactement, exactement. Donc oui, si je pouvais avoir une petite fratrie, une petite équipe de foot. Sympa. Je rigole, j'exagère. Mais c'est pas moi qui accouche, donc clairement pas. Moi, je partage un peu ton avis. Je sais pas si je veux forcément avoir beaucoup d'enfants, mais je veux en avoir. Je sais pas, il y a un côté, je veux transmettre. Je veux avoir. Tu vois, je pense qu'il y a un aspect tellement beau de pouvoir. En fait, tu ne meurs jamais.
Enfin, si finalement tu as des enfants pour moi, tu vois. Ah ouais? Finalement, notre corps est, voilà, tu vois. Mais il y a un côté de transmission d'un bout de soi et qui se garde à travers les générations. Tu vois. Ouais. Et finalement, tu vois, je sais pas, il y a un côté, et puis pas que pour ça aussi, pour connaître le lien, tu vois, de quelque chose, une sorte de, tu vois, d'amour inconditionnel, tu vois, que tu offres à quelqu'un et qui est totalement indépendamment de toi et de ce que tu es. Eh bien, il est lui, et pourtant, il représente tellement de toi aussi, tu vois. Et cette dualité, et c'est comme ça que j'ai un peu envie de conclure cette partie où on parle de l'impact de nos parents sur nous. Mais pour moi, il y a toujours eu un énorme paradoxe entre la relation entre l'enfant et le parent, parce que c'est l'endroit où tu puises le plus d'amour, en tout cas beaucoup d'amour. Hein. Et en même temps, c'est l'endroit où tu souffres et tu gagnes énormément de peur, de douleur, de blessures aussi qui sont grands. Les gars, j'ai un petit jeu pour vous. Le fameux jeu. Le fameux jeu. C'est la capsule Explique cette pique. Jingle. Ça se trouve, il n'y aura pas de jingle. En fait, on n'a pas... ouais, le jingle est censé arriver. S'il n'arrive pas pour celui-ci, promis, il est là pour le suivant. Ok, hein, soyez indulgents avec nous, on débute dans le métier. Et le concept du jeu est très simple. Je vous montre une série de photos de vous. Et puis, vous devez nous expliquer, en fait, le contexte derrière cette photo. Elisa qui regarde. Non, mais je me demande ce qui arrive du coup. Donc, du Vu coup, les gens impliqués en dehors. Ah ouais, c'est ça. Non, donc du coup, c'est tout simple. On va commencer. On va commencer avec Naila. Ouh, non. Bonne chance. Et voici la photo. Qu'est-ce que tu as à dire? Voilà, Edson. Ouais, je vois très bien même. Okay. Tu doutes Très un bien. peu? C'est toi ça? Ouais. C'est toi? Là, je te reconnais pas non plus. Hein. C'est toi. Ouais. J'ai l'air fatiguée. La photo s'affiche actuellement à l'écran. Ok, super. Ah, Génial. Ouais. Ok, Est-ce tu que doutes un peu, toi? De quoi? Du contexte de cette photo. Bah, je pense que savoir un petit peu. Ouais. Vas-y. Non, vas-y. Balance. Non, mais j'étais chef lutin à ce Ouais. moment-là. Donc, Ok. c'était à ma 3e année chef lutin. Donc, donc t'étais à chef scout, notre- quoi. Ouais, mouvement de jeunesse, pour Ouais. ceux qui connaissent pas. C'est ça. Ouais, Putain, j'adore. ouais, donc C'est mignon. 3e camp, grand camp de juillet, et le thème, c'était la mythologie grecque. Et donc, c'était Donc genre... voilà, j'étais une déesse. Ouais, non? Ça se voit, transparaît, ouais. Ouais, Je sens la déesse en toi, là. je sais même plus laquelle. Ok. Ouais, je ne sais plus. D'accord. Mais donc voilà, soirée casino, regarde les cartes. Ouais, bah oui. Soirée casino. Soirée casino, j'allais dire. Ouais, donc voilà, petit jeu pour que c'est les... un peu la boum, quoi. Voilà, Des grosse qui aiment la boum, bouffe, jeu en de tout cas. cartes, voilà. On te sent apprécier la nourriture, en tout cas. nourriture, ouais. Ouais, dedans, je t'es sais pas un ce que genre- tu mangeais, mais Ouais, ça- je sais d'accord. pas. T'es allé de fou. Non, ça avait pas l'air... Je pense que c'était des espèces de durum fait maison que je finissais à la fourchette parce Ah que oui, je t'en les doute pizzas, que là. tout était Ouais. tombé en dehors. D'accord. Donc voilà, j'ai Ok. bien pris sur le fait, mais j'ai l'air bien fatiguée. Ouais, Voilà. aussi, Bah, bah, un camp c'est scout, quoi. un camp scout, quoi. Un camp scout. Ouais. La prochaine, c'est de Edson. Ah, J'adore cette D'accord. photo. Je la regarde à chaque fois et je me dis, mais tous quel les jours. charisme. Waouh. Ouais, ça, c'est une belle fort. photo. Hein. ouais, C'est- moi j'ai droit à une ouais, belle je- photo ouais. et toi t'as. Je t'affiche. Ah moi. ouais. Et ça, c'est quand on est acteur, comédien. Ouais, on a ça, plein de belles photos ouais. de nous sur les... Non, mais je voulais aussi avoir des. Je te jure que avant de commencer à taffer dans ce business, j'avais des photos dossiers de moi Ouais. et qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai de plus en plus de belles photos. Mais donc, du coup, le contexte Merci. de cette photo. Ah, le contexte. Je m'en souviens très bien. Putain, elle claque en fait. Hein. Quand tu la vois comme ça de l'extérieur et que t'as l'impression que c'est Ouais. pas toi. Damn. C'était sur le tournage d'un film en fait. C'était le premier jour de tournage. Ouais. Un film qui est pas encore sorti, mais qui va sortir, j'espère, en 2021. D'accord. Qui va s'appeler Joua. Et c'était le premier jour de tournage de ce film-là. Et on tournait à l'aéroport Damn. de Bruxelles. Bruxelles, ouais. Bruxelles Airport.
Zaventem, Et quoi. donc, ouais, donc en fait, Zaventem, c'est ça, ouais, C'est si ça. tu veux. Faire le vieux de la vieille. Euh, On dit plus ça Zaventem. Ouais. Si, mais ça fait beaucoup moins classe, tu Ça vois, fait du coup. beaucoup Tu rends ça comme si c'était un vieil... aéroport de... Éclaté, vas-y. Aéroport de quartier. Mais oui, donc oui, c'était le premier jour de tournage. Et en fait, là, j'étais en pleine préparation. Mhm. Donc j'étais en train de me concentrer, j'avais de la musique dans les oreilles. Et je me concentrais parce qu'on allait tourner Une grosse scène. Ouais, c'était quand même une scène importante du film. Juste après. Donc je pense que ça se voit un petit peu si on regarde, c'est que je suis concentré. Et t'as le réal qui me dit Edson, t'es prêt? Et tu lèves le pouce. Ouais, parce que j'aime pas parler quand je me concentre. Ouais. Ouais. Et t'es là. Et voilà. C'est ok. T'as l'air super sérieux. Ouais, Ouais. c'est ouf. C'est Ouais. une belle capture Lourd. du photographe en tout cas. Ouais, c'est Malkiam ou Thierry, pour lui donner Le big up. Big up. La seconde photo, c'est une photo que j'affectionne tout particulièrement. Ça Encore doit déjà... Ouais, j'avoue, encore en plus. C'est... Ouais, explique le contexte. Si je perce, frérot, je te dois ma carrière. Oh Ça fait plaisir ou Shit, pas? rap. Ah, mais oui. Oh là là, la différence de format et de taille, c'est Ouais, gros, incroyable. l'eau a coulé sous les ponts L'eau a depuis, coulé sous les ponts. Waouh. depuis cette petite perle. C'est ouais. C'est nous deux. Bah ouais. Putain, C'est toi lui et moi. Ah ouais, c'est Ouais, nous. j'avoue, d'ailleurs, Je connais cette période. ouais, j'ai Moi, je connu ne une t'ai pas période connu. sans mes dreads en fait. Ouais, Mm. je t'ai Et ouais, pas j'étais- connu. C'était au truc. Enfin, vas-y. explique. J'étais en réto, on était en réto. On était en C'est à réto. Saint-Michel, en ça. terminale Ouais, pour les terminale, pour les- Votre c'est immense pour nos salle amis, de théâtre. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Putain, j'aurais trop kiffé. On en parle d'ailleurs dans notre podcast. Avec Edson à ceux qui osent, number one. Mm. Ouais, donc tu disais, Edson, Mais c'était l'une des scènes les plus agréables de cette pièce. Hein. tu me flattes. Non, absolument pas. Ok. Non, c'était un bon moment. C'était un bon moment. J'avais oublié que je m'étais amusé dans cette période. Qui est-ce qu'on s'amusait ouais. Mais oui, donc en gros, c'est une scène. On jouait dans une pièce, Aubin et moi, et d'autres personnes aussi, qu'on salue encore. On jouait dans une pièce originale qui s'appelait Dans Bruxelles. Mhm. Et c'est là que j'ai découvert mon amour pour le jeu. Et C'est ça que je trouve ça trop beau Yes. en fait. C'est avec cette photo, c'est que Mm. c'est notre première C'est ça, nous deux, en ouais. plus, Ouais, mais de trouver la scène et de Mhm. ce plaisir-là, c'est ça, de gros. performer devant des gens. Performer, Mhm. Ouais. Ouais. mais de jouer ensemble en fait. J'ai un très Ouais. bon souvenir du fait de jouer avec toi. Pour la photo, c'est une scène de confrontation entre lui et moi. Je sais plus exactement ce que je dis. Et lui, il est en total désaccord. Bon, ça se voit un peu. Ouais. Et il vient vers moi et il dit quoi Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Qui tu parles Enfin, Non, c'était je pas ça. paraphrase, C'était je ne suis pas auteur. metteur en scène. Non, mais il y avait un chouette discours parce que on se répondait et on était sérieux. Mhm. Et en fait, on. Ouais, répète, on n'arrivait pas. Ah, à rester ouais, sérieux. ouais, et Faites là, à ça chaque allait dès qu'on était sur scène. Enfin, soit on avait envie d'exploser de rire. Je sais Mhm. pas, je pense qu'à un moment, j'avais fait non, Edson, viens, on se concentre et tout. On se met Ouais, dedans. ouais. Et on se mettait dedans. Mhm. Et ça allait. Et ça se répondait super bien. On était à fond. Et on était des gosses, quoi. On avait 17, 18 ans. Mhm. Bref, une très belle expérience pour ma part. Et... Mais ouais, moi, Je cette pense que photo, elle raconte aussi la naissance de notre amitié. Ouais, en Enfin, partie, vraiment, ouais, c'est vrai. Moi, c'est ce que je vois là. Tant d'amour situé dans ce petit espace. Ah. Mais oui, Mhm. mais oui. Dang. Damn, son. Alors, on passe à la troisième protagoniste, qui s'appelle être Elisa. Alors, j'ai trouvé une belle perle. Le contexte, on m'a dit, qui est Quand assez on fou. prend des boicages, hein. Il y a des boicages de temps en Dans temps. ce que je dis. Papa. Oui, c'est le truc qui explique. Non, qu'est-ce que. ce truc- Apprivoisez-vous le micro. Ah oui, mais ça, c'était tout à l'heure, ouais. Non, Heureusement qu'on tournait pas ça. Qui s'appelle Être Elisa. Ouais. ah, qui s'appelle être Elisa. Voilà. Ah, c'est ça. Ouais. Quoi ça Écoute, le Ah. français, c'est dur. Si, voilà, la photo s'affiche là. Ouais. Mhm. Est-ce que tu te souviens un petit peu Oui, je me souviens de cette photo. C'était quand je suis partie en interrail avec 3 copines, Valentine, Raissa et Roxane, juste après notre éto. Donc c'était notre premier voyage un peu entre copines, machin. On faisait la teuf tout le temps, mais genre Mhm. vraiment tout le temps. Et
Et cette photo, je sais pas, c'est un mec dans une boîte ou un truc, je sais pas trop d'où il sort. Bon, on m'a raconté ce qui s'est passé en plus ce soir-là. Mais ça, je sais. Ou alors c'était pas ce Non, mais soir. explique-moi, c'est quoi l'histoire que je te raconter Dis le début, je vais. Alors, le début, c'est que tu te retrouves aux toilettes. Ah oui, ok, c'est bon, je sais. En gros, c'était une période, je me souviens très bien, on était vraiment juste à 4, on rencontrait plein de gens de tous les horizons, toutes les nationalités, enfin bref, on parlait anglais, enfin c'était trop bien. Et on était très libérés, très sous, etc. Donc on s'amusait bien et du coup on prenait du bon temps, quoi. C'était cool. En plus je me souviens, je venais de me faire larguer, donc c'était un peu la renaissance, ouais. Enfin, bref, et donc du coup on était en boîte, je sais plus dans quelle ville c'était, je pense bref, je sais plus dans quelle ville, et à un moment je vais mais je suis pas certaine que c'est... Bon, bref, je vais raconter une histoire si c'est pas ça. Voilà. Et en gros, les filles dansaient, etc. Et donc, moi, à un moment, je me dis que je devais aller aux toilettes, donc je pars à la toilette. Et là, il y a un mec je croise un type que je connais pas, que je vois pour la première fois de ma vie, qui essaye un peu de m'embrasser. C'est ça ou pas? Continue, de toute façon, toute histoire est bonne et propre. Et donc j'étais là, non, déjà bonjour, enfin bonsoir. Je sais pas, c'est pas une façon de dire bonjour aux gens. T'es méga soft, toi. Déjà, dis-moi bonjour. Enfin bref, et donc du coup, je sais pas, il est un peu insistant et tout, un peu relou. Et donc au final, je lui dis, mec, non, je veux pas t'embrasser, je sais pas qui t'es, tire-toi, quoi. Et donc le mec me fout une pêche dans la tronche. Purée de pommes de terre. Et donc j'étais là, ok, je m'attendais pas du tout à ça. Mais attends, mais un coup de poing, quoi. Mais en fait, juste, je sais plus trop si c'est un coup de poing ou un truc, mais j'en arrive quand même au point à saigner du nez, quoi. Donc c'est quand même un truc intense. Donc je me dis, ok, le mec se tire parce qu'évidemment, il y avait pas trop de gens qui avaient vu. Bon, je pense que il se serait un peu fait défoncer, je pense, si beaucoup de gens l'avaient vu. Et bref, donc moi je vais aux toilettes un peu en pleurant et tout. Évidemment, j'étais un peu choquée, puis j'avais mal au nez surtout aussi. Et donc, j'arrive aux toilettes, et puis j'étais en chiale, en train de prendre un peu bourré, en train de prendre du PQ pour m'essuyer le nez et tout. Et puis j'ai mes potes qui arrivent, et en gros... Parle dans ton mec. Ah oui, pardon. Ouais. Et donc, du coup, les filles arrivent, et ce soir-là, je voulais... Bref, il y avait un type qu'on avait vu là, on avait rencontré des mecs là. Tu voulais pécho un gars. Voilà, il y avait un mec que j'avais pécho la veille et je voulais trop me le refaire ce soir-là, qu'on se rembrasse. Et du coup, on n'était pas allé dans la boîte où il était. Donc déjà de base, j'étais un peu genre non, il fait badant et tout, moi je voulais aller là-bas. Bref, je râlais un peu, quoi. Et donc en fait, les filles arrivent dans les chiottes et elles me disent putain, pourquoi... Elles pensaient que je chialais et que je râlais parce qu'en fait, on n'était pas allé dans la bonne boîte. Et puis après, je leur explique l'histoire. Donc elles étaient un peu en train de bitcher en mode putain, Lisa, tu fais chier. Enfin, il y a pas que les mecs. En fait, elles te croyaient pas. Si, non. Okay. Au début, elles arrivent, elles me voient en chiale, elles voyaient pas trop que je saignais du nez, elles pensaient que je me mouchais juste. Et elles se disent putain, mais la meuf, juste parce qu'on n'est pas allé là où il y avait son mec qu'elle voulait pécho, elle nous fait un caca nerveux en chiale dans les chiottes, un peu chiante la gonzesse. Typique Elisa, quoi. Trop chiante, pense qu'à elle. Hein. Bref. Et en fait, finalement, il s'avère que c'était pas du tout ça. C'était juste que je me donne prendre une pêche dans la gueule parce qu'un mec reçu un refus de ma part. Et donc, du coup, elles étaient là. Et après, du coup, elles se sentaient super mal. Et on a essayé de retrouver le mec dans la boîte qui m'avait foutu une tarte, mais on l'a pas retrouvé. Et donc voilà, donc elles étaient là un peu, elles se sentaient un peu mal d'avoir été là en mode putain, elle les a trop chiantes, alors qu'en fait je venais de me prendre un point dans la gueule. C'est quand même vachement intense, c'est parce que t'as refusé le bisou, gros, et un type l'a tabassé. C'est quand même chaud, quoi. C'est pas le mec de la photo, du coup. Non, pas du tout. Lui, c'est juste non, lui c'est un mec sympa, mais lui, lui c'était un... Non, mais l'histoire, c'était ça. C'était ça l'histoire, mais en tout cas, c'était à Berlin, je pense. Okay. Je me souviens de ce type. Ouais, c'est vrai. Et puis la seconde photo, c'est une petite photo cosy mignon, voilà, de nous deux. Ah, ça c'est chouette, cool, c'est un bon souvenir. Ouais. C'était difficile de trouver des dossiers sur toi, Elisa. Franchement, c'était... Pourtant. Et pourtant, eh bien, ils existent. Mais pas sur Facebook, peut-être. Ouais. Enfin bref, enfin voilà, raconte. En fait, cette photo-là, on était, en fait, de base, c'était ça devait être il y a 2 ans. Il y a 1 an, pile. C'était il y a 1 an ? Non, pas un an pile, mais il y a près d'1 an. Genre, c'était le 29 décembre 2019. Ok. Précis la date, ouais. Non, c'est parce que j'ai t'as dû retrouver. Ouais, c'est ça.
Et donc, en gros, toi, tu devais aller boire un verre avec une amie commune qui s'appelle Valentine. Ouais. Et j'étais avec elle, il s'avère juste avant que vous vous retrouviez. Donc, vu qu'on était aussi amis, elle a dit est-ce qu'Elisa peut se ramener. Enfin, non, je crois que juste je me suis ramenée pour boire un verre. Et puis, elle. On était juste à 3. Hein, oui, c'est ça. On était à 3, on était au Coach, qui est un petit bar de quartier à Montgomery. C'est à côté de chez moi. Donc, voilà. Et on buvait un verre tranquille. Et donc, Valentine devait rentrer pour manger avec sa famille. Et donc, Aubin et moi, on se retrouve du coup dans la rue. Non, en fait, on se dit au revoir vraiment. On se dit c'est super. Ouais, et trop tout. bien. Puis Valentine part. Et nous, on reste un peu à 2. D'ailleurs, on était au feu rouge. Moi, j'ai rentré à ma coloc parce que j'habitais déjà à Mérode à ce moment-là. Et donc, du coup, toi, on discute, je sais pas, on se racontait une histoire et on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on continuerait pas à aller boire un verre ensemble? C'est cool, on s'est pas vu depuis longtemps. Et donc, on est allé dans le bar en face qui s'appelle l'Open. Et là, on a bu beaucoup de bière à 2 et puis on a mangé un riz sauté aussi. En fait, c'était hyper trop imprévu. chouette. En fait, c'était genre. Et c'était trop déjà, personne était. Enfin, tout le monde était en examen ou en blocus. Moi, j'étais en pause parce que j'étais Moi, à j'avais pas Maastricht. d'examen. Et toi, t'avais pas d'examen. Et donc, du coup, on était là. En fait, tout était sur. Ça, c'est bien mis. En vrai, est-ce qu'on se prendrait. T'as soif? Est-ce qu'on prendrait pas un verre? Et puis, genre, ça se passe. Oui, on a vraiment catch-up. Enfin, on s'est raconté toute nos vies parce qu'on s'est plus vraiment capté depuis un bon bout de temps. Puis même Val nous avait rejoint, je me rappelle. C'était trop chouette. C'était vraiment chouette. Les gars, on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est pas ça va vite. Ouais. Je trouve que le mouvement de fermer ton c'est hyper violent. C'est violent. Je suis désolé. Je ferme une page. Les gars, j'adore terminer l'émission du coup avec l'instant recommandation. Donc c'est le moment où chacun d'entre vous me balance un petit peu une œuvre, un livre, un film, une série, une chaîne Insta, une page Insta, une chaîne YouTube, quoi ou qu'est-ce en fait qui vous a marqué récemment ou il y a un peu de temps. Est-ce que Naila, t'as quelque chose? Oui. Mais oui, du coup, là, je suis en train de relire un livre que je trouve intéressant et un peu en lien avec le thème du podcast d'aujourd'hui. Donc, c'est un livre de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une auteure nigériane qui écrit à propos du féminisme. Et donc là, c'est un livre... donc, le titre, c'est Cher Ijawele ou un manifeste pour une éducation féministe. Wow. Donc voilà, en fait, c'est une longue lettre qu'elle écrit à une de ses amies qui lui a demandé de la conseiller parce qu'elle est enceinte, qu'elle va avoir une petite fille et qu'elle veut des conseils sur comment éduquer sa fille de manière féministe. Et donc c'est très simple, c'est un tout petit livre, c'est hyper accessible, mais je sais pas, c'est très beau et c'est très juste, je trouve. Et donc c'est un peu le livre que tous les parents... hommes, femmes devraient lire en fait avant d'avoir un enfant. Et voilà, sur aussi comment justement, on parlait de la transmission à nos enfants, qu'est-ce que tu transmets à travers l'éducation, mais à travers les mots, la manière de transmettre les choses. Donc voilà, franchement, si vous avez l'occasion. Merci Naila c'est pour très cette petite recommandation. Et toi, Lisa, est-ce que tu as quelque chose à recommander au public? Alors, moi, il y a un livre que je suis en train de lire là. Il y a beaucoup de livres ici. Excusez-nous, hein. Pardon, ici c'est cultivé, quoi. Si j'avais su. Vas-y, justement, Lisa. Varions. Du coup, non, moi, c'est un livre que j'ai commencé il y a quelque temps qui s'appelle Là où chantent les écrevisses. Et en fait, c'est un roman donc de Delia Owens, je pense, qui en fait raconte l'histoire d'une petite fille qui en fait vit avec sa famille dans un marais en fait, de manière un peu marginale par rapport à une petite ville aux États-Unis, mais déjà qui est une petite ville, et eux ils vivent en fait en retraite cette ville-là dans un marais vraiment dans une sorte de cabanon, et ils sont un peu les parias de la ville, et ils sont un peu mal vus, les enfants vont pas à l'école. Enfin, vraiment, voilà, ils vivent de manière très très simple et vraiment au sein de ce marais-là et vraiment en adéquation avec la nature. Et au fur et à mesure de sa vie, à cette petite fille, elle se fait un peu abandonner par tous les membres de sa famille, tour à tour. Et en fait, elle se retrouve très rapidement seule dans ce marais. Et donc, elle apprend à vivre avec ce que la nature lui donne comme ressources, etc.
Et puis elle rencontre différentes personnes qui viennent de la ville, d'autres qui viennent pas de la ville, et qui lui apprennent un tas de choses, qui lui donnent accès à des choses qu'elle n'aurait pas forcément accès en étant seule. Et il lui arrive plein d'aventures au sein de ce marais, avec les gens qu'elle rencontre. Puis il lui arrive aussi des mésaventures. Et puis il se passe un élément clé qui vraiment change tout et qui fait qu'en fait elle se retrouve vraiment... elle peut compter que sur elle-même en fait à partir de ce moment-là. Et pour sauver sa peau, il faut qu'elle s'en sorte seule et qu'elle fasse son bout de chemin toute seule, quoi. Et c'est un truc donc que tu ne révéleras pas. Non, en fait, mais au final, je l'ai pas encore terminé. Il me reste pas beaucoup de pages, mais c'est pas vraiment l'élément clé de l'histoire, en fait, parce que là, on suit vraiment toute sa vie, de sa petite enfance jusqu'au moment où elle devient notre âge, genre 24 ans, un truc comme ça. Et tu vois toute son évolution. Et en fait, ce que j'aime trop dans ce livre, c'est que c'est vraiment... En fait, c'est donc Delia Owens, elle est biologiste et elle a vraiment étudié les marais, etc. Et donc, du coup, quand elle décrit les marais, toute la nature, etc., avec laquelle la petite fille est vraiment en contact constant, c'est hyper réel, c'est hyper bien fait. Et donc, c'est précis. Hyper précis et en même temps, c'est accessible, quoi. Tu comprends tous les mots. Et vraiment, moi, j'adore. Ce que j'aime trop quand je lis un livre, c'est de pouvoir m'imaginer, me plonger dans l'histoire, me dire, OK... et vraiment avoir un imaginaire hyper développé par rapport à ça grâce aux détails que l'auteur en fait donne. Et en fait, vraiment j'adore celui parce que je l'ai pas encore fini, ce livre, parce que il t'emmène vraiment dans un monde auquel en tout cas moi j'ai pas du tout accès. Je pense que peu de monde a accès aussi finement à la nature, etc. Et toi, Edson, est-ce que tu as un truc que tu conseilles aux gens Moi, c'est pas un livre. Ça en dit long sur ton quotidien. Ça en dit long sur mon degré de culture, effectivement. Bravo. Ah bah. Hein. Mais je ne lis plus depuis 2006. Comme ça, vous savez. Voilà. Tu mens, mais... de rompre c'est vraiment pas... Non, bien sûr, ça m'arrive encore de temps en temps de lire. Ok. C'est un film. Yes, sir. Parce que les films sont les livres du nouveau millénaire. Ouais. De Spike Lee. Okay. C'est le film Malcolm X de Spike Lee. Quelle belle pépite, vas-y. Ouais, qui retrace la vie, le parcours d'un activiste, donc Malcolm X. Période de pleine de crise au niveau en termes de droits civiques aux États-Unis. Mais la manière dont son histoire est racontée dans le film est assez intéressante parce que ça ressemble presque à... Enfin, c'est comme ça que moi je le reçois et que je l'ai reçu la dernière fois que je l'ai vu. Ça ressemblait presque à un parcours prophétique. Ouais. Puisqu'il commence dans les quartiers il me semble que c'est New York, dans Harlem. Et en fait, tu vois que le mec, c'est un gangster. Une petite frappe, ouais. Mais vraiment, c'est... Il fait les 400 coups. Enfin, ce qui est très intéressant, en fait, c'est la manière dont Spike Lee a lié, il a lié l'artistique à un biopic, en fait. Et souvent, ce qu'on voit dans les biopics, c'est très mécanique. Je trouve que c'est très... il est né, il a souffert, il lui arrivait ça, il lui arrivait ça, il lui arrivait ça. Mmh. Sa vie était tellement inspirante pour nous tous. Merci. Enfin, c'est limite des... Ouais. Alors que là, il y a vraiment... Je trouve qu'en termes de recherche artistique, cinématographique, il y a vraiment un travail monstre qui a été fait. Le mec s'est carrément créé un personnage dans la vie de Malcolm X. Il a inventé un personnage et il l'a mis genre en personnage secondaire du film. C'est fou. Pour pouvoir faire ressortir encore plus les caractéristiques du personnage principal. De Malcolm X. Et puis, d'ailleurs, c'est joué par j'allais dire, qui est un des plus grands acteurs. Qui est ouf. Qui joue Denzel Washington. Mais juste admirer le travail de cet homme. Mais oui, j'en parle parce que... j'avais pas fini. Mais ça pardon. Mais je veux m'interrompre. J'ai compris, si c'est ton émission... je peux. Bien sûr. Je pensais que t'étais sur la fin. Terminé. Oui, bien sûr.
Non, mais j'allais de toute manière clôturer. J'allais clore l'émission. Alors, sinon, vous pouvez. On peut switcher. Non, mais j'allais rien dire de particulier à part que la dernière fois que je l'ai vu, j'ai chialé pendant une bonne quinzaine de minutes. Je sais pas pourquoi jusqu'à présent. Même peut-être plus qu'une quinzaine de minutes. Je sais toujours pas pourquoi, mais ça m'avait. Ça t'arrive souvent de chialer devant les films? La suite au prochain épisode. Vous chialez souvent devant les films? Ouais, moi oui. J'ai une vraie Madeleine. Vraiment. Moi aussi. Pourquoi Madeleine? Ah oui, Marie-Madeleine. Mais Ah bah oui. Je viens de tilter. Je crois. C'est peut-être ça. Bah merci, on part sur une révélation sur la fin de l'émission. Ouais, non, moi récemment j'ai vu Soul. Ah oui, moi aussi. Putain, c'était une belle. Surtout que je l'ai vu avec mes deux frères. Les deux frères. C'est un Disney. La voix française, c'est Omar Sy. Oui, j'ai pas vu en français. Et la voix américaine, c'est anglaise. Jamie Foxx, non? C'est Jamie Foxx, ouais. Et je pense que... Enfin, au début, je me disais, j'aurais préféré le voir en anglais. Il n'y a rien à faire, les Disney sont... Même si c'est un film d'animation, c'est quand même un peu plus fait pour... Je pense qu'ils imaginent un personnage et donc le jouer. Et je pense qu'il était plus fait pour Jamie. Mais Omar, mais coup de chapeau sur. C'est une belle pépite qui nous a sorti. J'avoue, j'aurais pu parler de ça. C'est pas du tout la recommandation que j'avais, mais c'est en mode les films qui te font chialer un petit peu. Ah, mais il est trop beau. Celui-là, on l'a regardé avec mes frères et j'ai pas du tout assumé de leur dire que j'étais pas au bord des larmes, mais. Tu vois, ça te prend à la gorge. Ouais, ça te prend à la gorge. Il est moins sport le film. Non, il est hyper beau, il est hyper. Moi, je trouve. En fait, tu vois, j'ai l'impression qu'il a été écrit et filmé et conçu pour des adultes. Mais en même temps, je trouve que c'est aussi un film qui est trop cool à montrer à des enfants par rapport à la relation, à l'image que tu peux avoir de la mort, de la vie après la mort, etc. Ouais, non, il est vraiment... le deuil, sur la c'est ça. Et moi, je trouve que c'est un film que tout le monde doit voir. Enfin, honnêtement... Comme beaucoup de Disney aujourd'hui, c'est vraiment... Tout le monde doit voir ce truc parce que... ça fait relativiser aussi. Ça fait relativiser, c'est vrai. Et ça donne une perspective différente, je trouve. Ouais, il est trop beau. C'est totalement vrai. Moi, au niveau de mes recommandations, vous avez dit des livres, un film, je vais partir sur, on va dire, une chaîne YouTube. Et c'est pour changer complètement. Je conseille, c'est une série de petits courts métrages sur YouTube, donc c'est accessible vraiment à tout le monde. C'est le travail de Eleanor Cost. Ah oui, je vois. Qui a écrit, qui a réalisé et qui star in it, comment on dit, qui joue dedans, qui s'appelle Genre Humaine. Et c'est une pépite. On parlait un petit peu aujourd'hui de tout ce qui est l'impact de la famille sur une personne, et c'est un peu c'est totalement ça, tu vois, c'est un peu le côté tranche de vie qui est filmé, et c'est court mais c'est si intense, ça te plonge dedans, et à chaque fois je regarde ça, j'en ressors et je suis là, je me questionne sur moi, ma relation avec tout, tu vois, même tes relations amoureuses, tout. Et bref, Genre Humaine, c'est une belle pépite à voir. Et puis en album de musique, parce qu'on n'a pas encore parlé des albums. Musique, c'est l'essence de ma vie. Par où commencer? Mais je pense que je vais juste recommander l'album de rap que moi j'ai le plus kiffé. L'album de rap français, alors que j'écoute pas beaucoup de rap français, c'est Stamina de Dinos. Il est chaud. Oh là, il a cassé pour moi le rap français en 2020, c'est fou. Il y a pas mal de featuring super intéressants. Et le pire dans tout ça, c'est que vu que j'écoute pas énormément de rap, c'est vraiment mon petit frère qui me dit écoute ça, tu vois. Et souvent je suis un peu dédaigneux et un peu le côté méprisant, tu vois. Non, tu vois. À part les grands, tu vois. Je parlais d'Amso et tout, mais sinon, hein. Et j'écoute ça gros, et j'étais au travail. Et j'étais là, non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il m'a giflé sous tellement de points. Je l'écoutais à la salle, je l'écoutais à plein d'endroits, et c'était une belle gifle de... Les gars, c'est la fin de l'émission déjà. Merci d'avoir participé à cet épisode de rien. Très sérieux. Ce fut plein en tout, en rire, en joie et en moments de partage. Et ça aurait pas été possible sans vous.
pour nos chers auditeurs et notre cher public qui n'est pas là, hein, il n'y a pas de public, je veux dire juste les gens qui regardent sur YouTube, vous pouvez continuer à streamer les à peu près sérieux sur la chaîne, bien sûr, sur laquelle vous regardez les différents épisodes qui sont sortis, et puis les À ceux qui osent aussi, si vous en avez pas eu assez avec les à peu près sérieux, si vous voulez un petit côté où je vais à la rencontre de comédiens. D'ailleurs, le premier épisode, c'est avec lui, mais d'auteurs, de réalisateurs, on a des discussions extrêmement deep et que... C'est celle-là. Et que vous voulez... Ouais, c'est celle-là. Ou celle-là, d'ailleurs. Et que vous voulez un petit peu, en allant au travail, en allant en cours, passer du temps en faisant quelque chose, en apprenant sur le parcours atypique de personnes incroyables, eh bien, n'hésitez pas à aller checker les À ceux qui osent. Et puis, sur cette belle note, j'aimerais aussi remercier l'équipe derrière qui est assez folle. Montréal, Coco. Je sais qu'il kiffe pas du tout que je mentionne les gens derrière la cam. Hein. Mais voilà, il fait tellement un bon taf et on s'amuse tellement sur ce projet. Merci à lui, merci à Igor, assistant prod, régie, merci à Victor, merci à Julien, le chef opérateur. Oscar, là, je suis en train de remercier. Ouais, vraiment. Remercier. Tiens, Je veux remercier. Je remercie. Non, c'est tout. Ça va pas du tout. C'est la fin de l'émission là, ça se sent. Merci à tous et au prochain épisode. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Bravo à vous, on peut s'applaudir.